Pardon pour ce petit décalage. Donc, le menu de ce soir, on va donc présenter l'outil en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que Faune Nouvelle-Aquitaine? Qu'est-ce que c'est que mon compte? Ensuite, on va voir un petit peu votre compte pour accéder à ça. On va passer un petit peu en revue la manière de consulter les données, de transmettre des observations. On verra un petit peu quels sont les outils bibliographiques qui sont accessibles ou qui seront accessibles dessus. On verra un petit peu tout ça dans le cadre de plusieurs points qu'on fera. Et on essaiera de faire ça de manière assez précise dans le sens où vous êtes probablement plusieurs parmi vous, d'ailleurs peut-être pouvez le préciser dans la conversation, qui arrivent par le portail Oiseaux des Jardins. Il y en a qui peut-être ne connaissaient pas Faune Aquitaine, encore moins Faune Nouvelle-Aquitaine, et qui connaissaient uniquement Oiseaux des Jardins. Donc si c'est le cas, peut-être mentionnez-le. Ça me permettra aussi de voir un petit peu quel niveau d'information accorder à certains points. Il est possible aussi que certaines personnes parmi vous ne connaissaient que l'appli Naturaliste. Il est possible d'être rentré dans ce cadre-là uniquement avec l'appli sans savoir que derrière, il y avait des bases de données qui collectaient toutes les données qui sont saisies par ça. Donc, si c'est le cas, vous pouvez le mentionner. Peut-être que ça va être un peu la découverte du coup pour vous. Sinon, si vous connaissiez déjà Faune Aquitaine ou pour les personnes dans le Limousin, Faune Limousin ou Faune Poitou-Charentes, enfin les différentes bases qu'il y avait en Poitou-Charentes, pour le coup, ça sera peut-être moins nouveau pour vous, mais ça sera intéressant de voir un petit peu les nouveautés. Donc la présentation, tout d'abord, de quoi est-ce qu'on est en train de parler précisément? On est en train de parler de bases de données qui s'appellent soit Faune France, soit Faune Nouvelle-Aquitaine, Faune Aquitaine, Naturaliste ou Oiseaux des Jardins, comme je l'ai précisé, Faune Limousin ou autre quand on était dans une autre région. Et ça, ce sont des bases de données de sciences participatives qui sont gérées par des associations qui font donc l'animation d'un réseau d'observatrices et d'observateurs et qui exploitent les données qui sont collectées. Ce sont des bases de données qui sont développées par un prestataire qui s'appelle Biolovision et qui réalise le développement et la maintenance de toutes ces bases de données. Donc je précise ça parce que j'ai eu des échanges avec certaines personnes parmi vous. Il ne s'agit pas d'autres sites Internet et notamment il ne s'agit pas du site de la LPO avec votre espace personnalisé qui peut exister sur ce site-là. Là, on est vraiment sur des bases de données de sciences participatives et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors Faune France, c'est une démarche, c'est un projet associatif qui est coordonné par la LPO France, dont le siège est à Rochefort, mais qui est piloté collégialement par un réseau d'associations locales de protection de la nature et qui est constitué d'un quorum de plus de 50 associations à travers tout le territoire national. C'est donc une grosse démarche qui n'est pas seulement le fruit de la LPO, mais vraiment la coordination de tout ce réseau d'associations. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Faune France est développé par Biolovision, qui est donc notre prestataire, et qui travaille également avec d'autres pays européens. On en a une dizaine en Europe qui sont également couverts par des sites du même type. Donc, Faune France, qu'est-ce que c'est? Ce sont des observateurs mobilisés chez vous, c'est nous également, en tant que salariés des différentes associations partenaires. C'est également plus de 1200 experts au service de Faune France, et notamment pour la validation. Donc c'est peut-être vous, il est possible que dans l'Assemblée, vous soyez aussi certaines personnes à faire de la validation. Donc c'est un aspect qui est essentiel aussi au sein de cette démarche d'avoir ce comité d'experts qui s'assure que les données qui sont collectées soient valides scientifiquement. Et Faune France, ce sont des bases faune partout en France, dont fait partie Faune Nouvelle-Aquitaine, qui sera un peu plus l'objet de la soirée. Faune France est également lié à l'Observatoire Oiseaux des Jardins, donc pour lequel vous êtes probablement plusieurs dans l'Assemblée à participer, avec notamment un gros week-end prévu la semaine prochaine, enfin le week-end à venir. Alors un petit rappel aussi qui est quand même pas inintéressant parce qu'on le fait peut-être pas assez. Ces données qui sont collectées, à quoi est-ce qu'elles servent? Donc rapidement, parce que c'est pas l'objet de la soirée, mais quand même je voulais en parler. Ces données que vous collectez, que ce soit dans votre jardin, que ce soit lors de vos balades, ça peut servir à des restitutions nationales. Par exemple, l'Atlas national des oiseaux de France qui est en cours en ce moment. Ça peut être des tendances de population chez les oiseaux ou autres. Ça peut être des cartes de répartition. On est souvent sur des restitutions à des échelles à la maille 10 km sur 10, comme l'on voit sur la carte là.
avec un public qui va être les naturalistes, mais on travaille beaucoup au niveau européen ou avec les ministères sur les données qui sont collectées à cette échelle-là. Donc vos données servent à ça. On peut aussi zoomer un petit peu et avoir accès à des restitutions régionales. Donc ça peut être pour des atlas régionaux, comme on a fait dans nos différentes ex-régions, Limousin, Poitou-Charentes ou Aquitaine, différents types d'atlas, que ce soit sur les oiseaux ou sur d'autres groupes taxonomiques, avec là encore des répartitions, des tendances de population éventuellement. Souvent également avec une échelle de répartition à la maille 10 km sur 10. On a là l'exemple de l'hirondelle de fenêtre et de sa carte de nidification en Dordogne, avec des mailles de 10 km sur 10. On va travailler à ces échelles-là avec la région, avec les départements, et c'est également aussi à destination des naturalistes. On peut zoomer encore avec des restitutions à l'échelle communale. On va travailler par exemple sur des atlas de biodiversité communale, sur différents types d'enjeux locaux avec des parcs naturels régionaux. Donc ça peut être avec des communes aussi. Et puis les naturalistes sont également fortement ciblés. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui s'est passé sur notre commune. Ça peut cibler les prospections, s'intéresser à ce qui est connu chez nous, ce qui est connu dans les communes voisines. Ça peut guider nos balades diverses et variées. Et du coup, à l'échelle de la commune, on peut aussi accéder à des restitutions beaucoup plus précises. Et là, on a de nombreux projets d'accompagnement qui vont exploiter les données qui sont collectées sur ces bases. On a là, par exemple, une carte de répartition des sites de nidification d'hirondelles qui sont à l'échelle du bâtiment. Donc là, on a des données qui sont très précises au XY et on travaille avec des particuliers, avec des entreprises, des collectivités, etc. Et donc, toutes les données que vous collectez, on va dire que plus elles sont saisies précisément, plus elles vont pouvoir alimenter les différentes échelles de restitution que vous voyez là, qui sont que quelques exemples parmi tous les travaux qui sont menés. Et quand vous participez sur les bases faunes, eh bien, vous remettez votre confiance aux structures associatives qui gèrent ces bases de données pour qu'on puisse mener ces différents travaux avec les différents partenaires. Voilà un petit peu l'objet, en simplifié, de ces bases de données. Donc pour ce soir, précisément, la cible principale que l'on avait ici ciblée, c'était les utilisateurs de Faune Aquitaine. Et l'idée, c'était d'accompagner ces utilisateurs qui sont notre réseau d'observateurs vers Faune France et vers Faune Nouvelle-Aquitaine. Mais on a échangé avec nos homologues du Limousin et du Poitou-Charentes qui donc vous ont aussi renvoyé vers cette soirée. Et c'est très bien parce qu'en fin de compte, le contenu serait le même. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Et donc Faune Poitou-Charentes, Faune Charente-Maritime, Faune Limousin, etc. Tout ce qui sera dit ce soir vous concerne également. Alors on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le dur. Pourquoi cette visio ce soir? Pourquoi ces changements? Eh bien, jusqu'à présent, nous avons différentes bases de données. Faune Aquitaine, donc Faune Charente-Maritime, Faune Nature 79, Faune Charente, Faune Limousin, Faune Vienne. C'était les différentes bases de données qui existaient à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et quand on dit base de données, c'est-à-dire que derrière, il y avait une maintenance unique. C'était vraiment des objets uniques, même si ces outils communiquaient entre eux. Et ils communiquaient notamment avec la base Faune France, qui est apparue plus tardivement et qui couvrait un petit peu l'ensemble de tous ces territoires-là. Mais il faut imaginer que localement, toutes les structures associatives qui gèrent ces bases de données avaient des frais de maintenance et une ergonomie différente. Et ça représentait, à l'échelle du territoire national, 39 bases de données uniques avec sa propre maintenance à réaliser. Donc ça, c'est maintenant du passé, ou disons que ça sera du passé précisément à la fin du mois de février, puisque toutes ces bases de données vont fusionner pour n'avoir plus qu'un seul outil unique. Donc forcément, les mises à jour seront beaucoup plus faciles, les développements et donc les améliorations seront également beaucoup plus rapides et fréquents, et on pourra malgré tout bénéficier d'une animation régionale, même si tous ces outils fusionnent vers un outil unique qui s'appelle désormais Faune France. Donc tout ce que vous connaissiez déjà, ces bases Faune Aquitaine, Faune Limousin, Faune Charente, Faune Charente-Maritime, etc., ces outils-là vont définitivement fermer fin février. Vous ne pourrez plus saisir de données dessus. Normalement, on devrait les maintenir ouvertes un certain temps pour continuer à les consulter, mais en tout cas, vous ne pourrez plus saisir de données dessus. Donc, vous pourrez saisir vos données sur
Faune France, qui est la base de données qui va la remplacer. Et l'intérêt de Faune France, il a ses limites puisque on a l'impression qu'on peut perdre l'animation régionale, mais en réalité, le choix qui a été fait, c'est de créer ce que l'on a appelé des portails miroirs. Et donc, ce ne sont pas des bases de données différentes qui sont indépendantes, mais ce sont ce qu'on a appelé donc des portails miroirs de Faune France et qui vont couvrir une échelle beaucoup plus locale, comme c'est le cas de Faune Nouvelle-Aquitaine, comme c'est le cas pour les personnes qui sont ailleurs qu'en Nouvelle-Aquitaine, pour Faune peut-être Faune PACA, Faune Bretagne, Faune Centre Val-de-Loire, je ne les ai pas tous en tête. Et en fait, cette base de données Faune Nouvelle-Aquitaine, en fait, c'est Faune France, mais sur lequel on ouvre une fenêtre spécifique sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on n'est plus sur une base de données différente et indépendante, mais bien sur la même base de données. Et on va conserver, du coup, notre animation locale à travers cet outil-là. Donc, Faune Charente-Maritime, Faune Charente, etc., même Faune Limousin, vont pouvoir utiliser Faune Nouvelle-Aquitaine. L'intérêt, on va le voir au fur et à mesure, il est que vous allez pouvoir notamment mobiliser toutes vos données à travers tout le territoire national sur un seul et même outil. Parce que jusqu'à présent, quelqu'un qui habitait par exemple au carrefour du Limousin, de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes devait se connecter sur les 3 bases de données différentes pour avoir accès à ces données. Désormais, il va pouvoir le faire sur un seul et même outil. Et pour les personnes qui ne connaissaient pas, tous ces outils disposent de Naturalist, qui est en fait l'application de saisie sur le terrain, l'appli mobile pour saisir ces données directement sur le terrain, mais qui est en lien avec Faune France et tous ces portails miroirs. Donc concrètement, Faune Nouvelle-Aquitaine, c'est un portail Internet qui permet aux passionnés de nature de partager leurs observations et d'explorer les quelques 10 millions d'informations consacrées à la faune sauvage et qui ne cessent d'augmenter jour après jour à mesure que des données sont saisies. Alors, comment se passe la gouvernance de Faune Nouvelle-Aquitaine? C'est un collectif d'associations signataires et partenaires dont vous avez les logos à l'écran et qui sont historiquement les gestionnaires des bases de données locales et qui faisaient un peu leur sauce chacune dans leur coin. Et là, l'idée, c'était de se mettre tous autour de la table pour réfléchir ensemble au développement de l'outil et avoir une cohérence beaucoup plus pertinente sur la gestion de ces données-là à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, ces différentes structures associatives ont fait des choix en Nouvelle-Aquitaine qui ne sont pas toujours les mêmes et qui peuvent peut-être apporter un peu de confusion, mais du coup, cette diapo avait pour objectif de vous éclairer. Donc, s'il y a ce soir dans l'Assemblée des personnes qui viennent des Deux-Sèvres, vous allez disposer de Faune Nouvelle-Aquitaine comme tout le monde, mais vous allez en plus disposer d'un autre portail miroir qui est Faune Deux-Sèvres. Pareil pour la Vienne, un portail miroir Faune Vienne, Charente, un portail miroir Faune Charente. Pour le Limousin qui disposait d'un Faune Limousin, ben, vous allez échanger pour la même chose, un portail miroir Faune Limousin. Et il n'y a que la Charente-Maritime et l'Aix-Aquitaine qui ont opté directement pour le portail miroir Faune Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une espèce de poupée russe en quelque sorte. Disons que pour vous, ça change pas grand-chose. Faites avec le portail miroir, choisissez le portail miroir qui est le plus proche de votre territoire d'action. Mais en fin de compte, ça change pas grand-chose que vous alliez sur Faune Aquitaine, Faune Nouvelle-Aquitaine ou Faune Vienne, par exemple, pour les habitants de la Vienne. Donc ça, ce sera à vous de faire votre choix. Ça changera pas grand-chose. Et vous pourrez échanger aussi avec nos homologues de votre territoire pour faire vos choix les plus pertinents. À partir de là, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir une page internet et de vous connecter directement sur Faune Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir naviguer en direct à mesure des explications que je vais donner. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir comment ça se passe. Et donc là, en fait, la diapo que vous avez à l'écran, c'est la page d'accueil de Faune Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit en haut dans la barre de recherche l'écriture www.faune-nouvelle-aquitaine.org. Donc c'est l'adresse du site qui est dès à présent fonctionnel et que vous pouvez sur lequel vous pouvez aller vous connecter. Donc quand on est là-dessus, on va retrouver une ergonomie qui est relativement proche de ce qu'on avait précédemment pour les personnes qui connaissaient les autres bases faunes.
avec à gauche un bandeau avec différents menus déroulants dans lequel on va pouvoir consulter des cartes, on va pouvoir transmettre des observations. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure. On retrouve à droite un bandeau de synthèse un petit peu amélioré par rapport à ce qu'on avait précédemment, où on avait simplement la liste des espèces rares ou autres selon les paramètres qu'on avait fait. Là, on a une carte notamment en temps réel qui montre l'apparition des données à l'échelle du portail miroir, donc là, la Nouvelle-Aquitaine. On voit le nombre d'observations du jour, on peut faire quelques petites recherches statistiques par ce biais-là, mais ça ne change pas grand-chose en ergonomie. On retrouve également une galerie de photos comme on avait précédemment, avec une petite différence, c'est que là, vous allez, en passant sur les photos, vous allez vous rendre compte que vous pouvez consulter des photos qui viennent de toute la France. Donc ça fait une différence majeure par rapport à ce qu'on avait avant, où on pouvait consulter les photos du territoire qui nous concernait. Ça va changer très rapidement. On aura de nouveau un paramétrage qui nous montrera les photos près de chez nous. C'est un peu ce qui nous intéresse. Voilà, ça c'est un développement à venir, donc j'anticipe d'éventuelles questions qui pourraient apparaître prochainement. Non, effectivement. Alors, j'ai des questions en direct aussi. Donc là, quand on se connecte sur le téléphone, la galerie photo n'apparaît pas. Voilà, c'est pour faciliter la consultation sur le téléphone. Quand il y a des dessins qui apparaissent. C'est une ergonomie adaptée au téléphone, mais voilà, ça reste les mêmes menus. Et dans la colonne du milieu qui s'appelle Actualité, on va retrouver, comme on avait sur les différentes bases faunes, différentes actualités en fonction voilà, de l'enquête qui va être lancée, d'une publication scientifique qui vient de sortir. Donc là, c'est le menu quand même assez intéressant à consulter régulièrement parce que ça va être le principal menu de l'animation du réseau local. Donc on va consulter sur Faune France, si vous vous connectez sur Faune France, des actualités plutôt nationales, mais en vous connectant sur le portail miroir qui vous concerne, vous allez retrouver l'animation et les propositions d'activités en local. Donc ce bandeau d'actualité est quand même intéressant et ça vaut le coup, ne serait-ce que pour lui, de se connecter de temps en temps sur Faune. Donc voilà l'accueil, la page d'accueil, le menu d'accueil général que l'on retrouve sur Faune Nouvelle-Aquitaine. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe sur votre compte. Donc, si vous ne vous êtes jamais connecté à Faune Nouvelle-Aquitaine, c'est ici le menu d'accueil que vous allez voir et sur lequel vous allez pouvoir cliquer sur Participer. Quand vous cliquez sur Participer, vous avez la possibilité de rentrer votre identifiant qui sera votre adresse mail et votre mot de passe. Alors, si vous avez reçu la newsletter qui vous a invité ce soir, ça veut dire que vous avez déjà un compte sur Faune Aquitaine, ou un compte sur Oiseaux des Jardins, ou un compte sur Naturaliste. Éventuellement, vous avez même un compte sur une autre base ailleurs, mais vous avez déjà saisi des données en Aquitaine, c'est pour ça que vous avez reçu cette invitation. Et à ce moment-là, surtout, ne créez pas un nouveau compte. Ce sera les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe que vous aviez précédemment. Si vous les avez perdus, vous cliquerez sur J'ai perdu mon mot de passe et il vous en sera renvoyé un nouveau qui sera votre nouveau mot de passe à réutiliser sur les autres portails Faune quand vous vous y reconnecterez ou sur Naturalist quand vous vous y reconnecterez. Tous ces outils-là qui sont développés par notre prestataire Biolovision sont accessibles avec un même identifiant et un même mot de passe. Alors au début, ça peut prêter un peu à confusion, on peut s'y perdre un peu, mais quand on a compris ce principe, c'est quand même une sacrée facilité d'accéder à tout ça avec ces mêmes identifiants et mêmes mots de passe. Donc je ne peux que vous conseiller de cocher sur la case mémoriser le mot de passe, comme ça vous vous y reconnecterez aussitôt. Donc pensez-y, vous allez sur Faune PACA, sur Faune Île-de-France, sur Faune Bretagne, toujours le même identifiant et le même mot de passe, on ne le dira jamais assez. Si c'est une première connexion, eh bien, donc votre mot de passe vous sera envoyé par Internet sur votre boîte mail et il vous suffira d'aller le chercher. Quand vous êtes connecté, vous avez votre nom qui apparaît, le nom avec lequel vous êtes connecté qui apparaît en haut, et vous pouvez vous déconnecter avec le petit pictogramme ad hoc qui se trouve là. Vous avez la possibilité de mettre une photo de profil si vous le souhaitez.
Et vous avez la petite maison qui vous permet à tout moment de revenir à la page d'accueil. Si vous avez commencé à naviguer un petit peu sur le site, à accéder à des cartes, à des photos, à que sais-je, et que vous voulez retrouver la page d'accueil, la petite maison vous y renvoie aussitôt. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous avez différents grands menus en vert que vous pouvez agrandir ou rétrécir avec la petite flèche. Donc, ces grands menus s'appellent Consulter, Participer, Administration, etc. Et on va tout de suite aller voir un peu ce qui se passe dans le menu d'en bas qui s'appelle Mon compte. Et dans ce menu Mon compte, quand vous l'ouvrez, vous avez différents onglets, données personnelles, email et mots de passe, personnalisation du site et ma présentation. Et donc, on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans email et mots de passe. Cela vous permet d'aller modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Car au début, lors de votre première inscription, il vous sera envoyé un mot de passe automatique qui est souvent composé d'un nom latin et accompagné d'un chiffre. Donc ça, c'est pas toujours évident à retenir. Donc pour le modifier et mettre le mot de passe de votre choix, eh bien, vous pouvez donc tout d'abord vous connecter avec ce mot de passe qui vous est envoyé et ensuite aller dans cet onglet email et mot de passe pour pouvoir modifier ça. Si jamais vous voulez changer d'adresse mail, ne recréez pas un second compte, comme ça peut arriver parfois, mais simplement retournez également dans cette page-là et modifiez votre email si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Ça vous évitera d'avoir plusieurs comptes différents et dans lesquels vos données seront séparées et on n'aura pas la possibilité de les fusionner par la suite. Donc ce petit onglet email et mot de passe a toute son importance pour pouvoir les modifier tout ça. Juste au-dessus, on a également un petit onglet qui s'appelle Données personnelles. Alors là, c'est quand même pas mal d'aller notamment cocher la petite case Je vis en France métropolitaine et également de mettre à jour votre adresse. Ça va nous servir pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir vous afficher des cartes qui soient directement centrées sur votre commune. Ça vous fera déjà dans un premier temps gagner du temps. Et dans un second temps, ça nous permettra de savoir à qui adresser d'éventuelles newsletters si vous n'habitez pas en France, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, ou même en France d'ailleurs. Et ça nous permettra également d'accéder à vos comptes. Donc ça, c'est très important de mettre à jour votre code postal pour qu'on puisse tout simplement, dans le cadre d'une enquête, vous attribuer d'éventuels codes projets. Il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà participé à des projets auxquels on a dû attribuer des codes. Quand ça arrive, quand vous participez à une enquête et que c'est nécessaire d'en passer par là, on ne peut accéder à votre compte que sur les comptes qui sont associés à la Nouvelle-Aquitaine. Et en l'occurrence, moi, en tant qu'administrateur pour l'ex-Aquitaine uniquement, je n'ai accès qu'aux comptes qui sont adressés en ancienne Aquitaine. Donc, si vous êtes directement connecté, vous pouvez le faire là en direct. Les numéros de téléphone, c'est beaucoup moins important. Par contre, c'est là aussi que vous allez pouvoir cocher des petites cases sur ce que vous autorisez ou pas sur la visibilité de vos données et l'utilisation de vos données. Idéalement, autorisez-nous à les utiliser. A priori, quand on participe à Faune, par défaut, ça veut dire qu'on remet sa confiance dans les structures associatives qui les gèrent, mais vous pouvez cocher les cases pour valider ou non ces conditions d'utilisation-là. Et puis vous validez en cliquant sur Modifier les données personnelles. Quand vous aurez fait ça, vous aurez un petit message qui apparaît en vert en haut. Votre compte a été mis à jour avec succès. Vous avez également un petit onglet qui s'appelle Personnalisation du site, toujours dans l'onglet Mon compte. Cet onglet va être aussi très important. Il vous permet de paramétrer votre Faune Nouvelle-Aquitaine pour y voir apparaître les informations qui vous plaisent. Donc, vous avez notamment la possibilité de personnaliser l'affichage des observations sur la page d'accueil. Donc, on a vu la colonne de droite qui vous permet d'afficher les dernières données d'oiseaux rares. Ça, c'est l'observation par défaut. Mais vous pouvez cocher uniquement les départements qui vous intéressent pour ne voir apparaître que des données de tel ou tel département. Et l'intérêt de Faune Nouvelle-Aquitaine, qui est donc un portail miroir de Faune France, c'est que sur Faune Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez voir apparaître les données de l'Oise, de l'Ardèche, de la Drôme,
en fonction de vos désirs. Si vous avez un ami ou une amie naturaliste ou vous préparez des vacances en Ardèche, bah, vous pouvez tout à coup paramétrer, et puis ça se change en permanence, hein, paramétrer pour voir les observations d'Ardèche. Comme ça, vous pouvez commencer à voir ce qui est en train de s'observer dans le département que vous envisagez d'aller visiter. Donc des petits paramétrages qui sont divers et variés que vous pouvez faire. Vous pouvez également personnaliser l'affichage lors de la consultation des données. Donc, on va voir un peu plus tard les types de consultations qui sont accessibles et on peut déjà préparamétrer les consultations qu'on fera, notamment avec les départements sur lesquels on fera des requêtes, également des cartes, des fonds de cartes. Vous préférez des fonds de cartes photo, des fonds de cartes IGN, des fonds de cartes OpenStreetMap, vous pouvez les paramétrer à l'avance. Et comme ça, à chaque fois que vous ferez une requête, ce sera ce fond de carte qui sera choisi. Dans mon compte personnalisation du site. Vous avez également la possibilité de paramétrer la langue de saisie. Donc, on peut, grâce à Faune Nouvelle-Aquitaine, saisir des observations de tout un tas d'espèces faunistiques, que ce soit des oiseaux aux branchiopodes, et vous pouvez choisir de les saisir ou de les consulter en nom scientifique, en nom français ou en nom anglais. Plus tard, on aura probablement d'autres langues qui seront rajoutées. Pour l'instant, ce sont les 3 langues auxquelles on a accès. Donc, groupe taxonomique par groupe taxonomique, vous pouvez choisir cette langue de saisie. Et enfin, quelques réglages généraux avec le groupe taxonomique que vous choisissez par défaut. Vous pouvez décider à tel moment, en hiver, bah, c'est plutôt les oiseaux qui nous intéressent. Au printemps, on s'intéresse plutôt aux papillons. Donc, on va préparamétrer les consultations qui seront faites. Et donc, on peut aller personnaliser un petit peu tout ça. Je ne rentre pas complètement dans le détail. Vous pourrez découvrir un petit peu tout ça au fur et à mesure. Voilà pour cette première partie qui permet donc de préparer un petit peu la base de données en fonction de vos propres besoins. On va voir maintenant les différentes consultations de données qui sont accessibles et qui sont quand même l'un des points forts de cet outil-là, puisque vous êtes des contributeurs à ces bases de données. Vous mettez dans le pot commun des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de données. Et après, comment est-ce qu'on consulte ces données-là pour voir des cartes, pour voir des graphiques qui nous permettent de nous maintenir à jour des connaissances, qui nous permettent d'améliorer nos connaissances et de monter en gamme aussi, de monter en compétence sur la connaissance de la faune régionale. Donc, dans votre colonne de gauche, vous avez un nouvel onglet là qui s'appelle Consulter. Donc, vous pouvez aller l'ouvrir et vous allez voir apparaître différents menus dans cet onglet Consulter. On va aller voir dans un premier temps celui qui s'appelle Carte de synthèse. Carte de synthèse, vous pouvez également y accéder grâce au petit menu vert qui s'appelle Consulter, qui se trouve en permanence tout en haut, enfin pas en permanence, mais tout en haut de la page d'accueil. Quand vous cliquez sur Consulter, vous allez accéder à une page qui est peut-être un petit peu ésotérique au premier abord, qui va connaître quelques améliorations dans les mois qui viennent. Voilà un petit peu le type de restitution qu'on peut avoir. Vous avez tout d'abord un fond de carte. Ensuite, vous allez choisir un type de restitution, un type de carte de synthèse que vous choisissez. Là, dans l'exemple que je donne, j'ai choisi une restitution en temps réel. Je vous conseille de choisir en principe plutôt ça. Alors, j'ai une question en direct dans la salle. Consulter les cartes système. Alors après, sur le téléphone, j'avoue que je ne suis pas forcément au point. On verra peut-être les questions un petit peu après sur le téléphone. Moi, j'y suis là. Sur le site ou sur l'application? Sur le site, je l'ai fait directement par le mail. On verra peut-être plutôt après, là en direct pour ça. Comme là, je ne vois pas ton écran. Donc, restitution en temps réel. Ensuite, vous pouvez choisir une espèce. Donc là, j'ai pris l'exemple de choisir le chardonneret élégant. Ensuite, choisir une colorisation. Alors ça, quand on n'est pas familier de ce genre de vocabulaire, ça peut paraître un peu ésotérique. Mais là, la colorisation choisie, c'est la carte Atlas. Et donc, on se retrouve avec une carte avec différentes couleurs, tout simplement pour les personnes qui sont familières des données d'oiseaux. Les cartes Atlas, ce sont des comportements en fait de nidification des oiseaux
qui nous permettent de nuancer le statut de nidification de l'espèce. Donc là, on voit qu'on a choisi une couche communale. Et donc les communes en jaune, ce sont des communes dans lesquelles on a des nidifications de chardonneret élégant possibles. Quand elles sont orange, c'est de la nidification probable. Quand elles sont en rouge, c'est de la nidification certaine. Et quand elles sont en bleu, c'est qu'on n'a pas de code de nidification, donc on a des données de chardonneret élégant qui proviennent par exemple de migration ou d'hivernage. Et quand on n'a pas de couleur, c'est que tout simplement on n'a pas de données de chardonneret élégant. Donc ce type de carte nous permet assez rapidement de voir un petit peu l'état de l'art en termes de connaissance de la nidification du chardonneret à l'échelle communale. Et on a la possibilité de choisir une période. Donc là, j'ai choisi grosso modo les 5 dernières années, qui sont souvent les tranches, les périodes qui sont choisies pour des atlas, 5-10 ans en général. Donc ça peut être une restitution qui va m'intéresser pour savoir qu'est-ce qu'il en est sur ma commune et puis par rapport aux communes voisines et qui peut éventuellement m'amener à cibler des prospections. Je sais pas, on est en plein printemps, je vois que la commune voisine n'a pas de données de chardonneret. Et ben ce week-end, je ne savais pas quoi faire, je vais plutôt aller me promener dans le village voisin. On peut choisir d'autres types de couches. Je ne vais pas tout passer là en revue. La maille 10 km sur 10 est une couche qui est souvent utilisée. Donc, c'est celle qui s'appelle Lambert 93. Là encore, si on n'est pas familier, on ne sait pas de quoi il est question. C'est des fonds de couches cartographiques. Voilà. Sachez-le, Lambert 93, ça doit être L93 de mémoire. C'est la maille 10 km sur 10. Mais on peut choisir des couches départementales, régionales, etc. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les différents types de couches et qui vont vous donner donc cette carte qui est là une capture d'écran, mais vous verrez qu'elle est zoomable et qui vous permet vraiment d'aller voir un peu ce qui se passe à des échelles très fines comme à des échelles beaucoup plus globales, c'est-à-dire nationales. Quand vous avez fait tous vos choix, vous cliquez sur afficher, vous avez donc la carte qui s'affiche. Donc cette carte de synthèse a quand même un intérêt certain pour consulter espèce par espèce ces différentes cartographies. Vous avez en dessous des cartes de synthèse les observations récentes. Donc quand on clique dessus, on va avoir un premier jeu d'observation qui concerne la période des 5 derniers jours. C'est logique, hein, on a cliqué sur les observations récentes. Donc quand on consulte régulièrement Faune Nouvelle-Aquitaine, cet onglet est une espèce de raccourci pour voir un petit peu quelles sont les dernières observations depuis la dernière fois que je me suis connecté. Donc ce qui va apparaître va en fait dépendre du paramétrage que vous aurez fait précédemment dans la personnalisation du site. Donc là, on voit que j'ai un affichage par défaut sur les orthoptères, les espèces rares, très rares et jamais observées, et uniquement sur les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Après, je peux aller modifier la recherche si je le veux, mais quand je clique sur observations récentes, j'ai tout de suite ces observations-là en fonction du paramétrage que j'ai fait moi précédemment. Donc, d'où l'intérêt de cette personnalisation du site quand on utilise notamment cet onglet « Les observations récentes ». Vous avez également un petit onglet qui s'appelle « Carte oiseaux rares ». Donc, pour les ornithos un peu pointus, s'il y en a dans l'assemblée, vous aviez avant à disposition un site internet qui était uniquement consacré à ça, qui s'appelait Oiseaux rares, je crois, et qui était vraiment un site indépendant et qui rassemblait vraiment les observations d'oiseaux rares. Donc, c'était pour les gens qui étaient prêts à faire des kilomètres pour aller voir une espèce rare à un moment donné. Donc, cette partie-là a été intégrée à Faune France et donc tous ces portails miroirs, dont Faune Nouvelle-Aquitaine. Et ça vous amène à une carte zoomable de la France où on voit tout de suite les dernières observations d'oiseaux rares, avec la possibilité de grossir ou dégrossir le nombre de jours concernés. Donc là, on est sur les 2 derniers jours. Et donc, on voit tout de suite, c'est des espèces qui sont écrites en rouge à chaque fois parce que c'est les espèces rares. Et on a la possibilité, en cliquant sur le petit œil, par exemple, si on cliquait sur le petit œil à droite de la bernache nonnette, on verrait sur la carte de France uniquement les dernières données les dernières données de bernache nonnette. Donc ça, c'est une page qui va surtout être utilisée pour des ornithos un peu foufou, c'est pas du tout péjoratif, hein, comme je le dis là, mais vraiment pointus, qui sont prêts à aller loin pour découvrir des oiseaux rares et observer des oiseaux rares. Ça permet aussi de se rendre compte si tout à coup, à côté de chez moi, il n'y a pas un oiseau rare qui aurait été observé. Donc voilà l'objectif de cette page-là.
Je descends de quelques crans pour aller ensuite sur un onglet qui est très important et qui s'appelle Toutes mes données. Si vous étiez déjà familier des anciennes bases Faune Aquitaine, Faune Limousin, Faune Poitou-Charentes, etc., cet onglet s'appelait Consultation multicritères. Et en fait, vous retrouvez exactement la même chose sous une appellation différente, toutes mes données. Non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, c'est consultation des données qui est juste en dessous. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci. Dans toutes mes données, vous allez donc accéder rapidement à toutes vos propres données, qui est paramétrée par défaut sur les 30 derniers jours. Et vous pouvez, en cliquant sur Tout afficher, eh bien, voir apparaître toutes vos données depuis que vous utilisez ces outils-là. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a qui se posaient la question, on change de base de données avec Faune Nouvelle-Aquitaine, mais toutes les données anciennes qui ont pu être saisies ailleurs, enfin sur Faune Aquitaine ou même sur Faune PACA ou sur Faune Bretagne, vous les retrouverez bien évidemment aussi sur ces outils-là, elles ne seront évidemment pas perdues. Donc vous pouvez cliquer sur les différents groupes taxonomiques représentés par des pictogrammes pour accéder à vos données d'amphibiens, de libellules, de cigales, de mouches, de menthes religieuses, etc. Et vous pouvez également, parce que ce sont vos données, faire des exports. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent beaucoup ça. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Export et vous avez différents formats d'export avec un format sur une carto, des formats Excel, etc. Ça peut être utile si vous avez besoin de faire un peu de traitement de vos propres données, de les exploiter sur un QGIS ou autre. Donc ça, voilà, ce sont vos propres données. Vous pouvez les exporter et en faire ce que vous voulez derrière, avec différents jeux d'export qui sont dans le petit onglet qui est écrit basique ici. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qui s'y passe et vous pouvez aussi paramétrer le format d'export. Donc ça s'adresse plutôt à un public un peu plus spécialiste. S'il y a des besoins par rapport à ça, on est à disposition. Mais en tout cas, sachez-le, l'export de vos propres données reste libre. Cet outil-là est votre carnet de terrain et vous en faites ce que vous voulez. Si jamais vous avez besoin, parce que là, vous allez retrouver toutes vos données qui sont vraiment listées par ordre chronologique inverse. Si vous avez besoin de retrouver une donnée à vous un peu précise, vous vous souvenez, vous aviez vu sur telle commune une donnée, vous voulez la retrouver, vous pouvez cliquer sur Modifier la recherche et vous allez pouvoir accéder à un masque de requête qu'on va détailler juste après et qui se trouve ici. Un masque de requête dans lequel vous allez pouvoir préciser une période, préciser une espèce, etc. Donc ça va être la partie la plus importante. Et c'est cette partie-là, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure, qui s'appelait consultation multicritères précédemment. Et donc, vous allez pouvoir choisir une période. Ça peut être un pas de temps, ça peut être une date précise, ça peut être un mois, ça peut être tout un tas de choses. Vous pouvez vraiment paramétrer comme vous voulez pour requêter sur une période. Une fois que vous avez choisi votre période, vous allez passer à l'espèce. Et donc, vous pouvez choisir toutes les espèces, vous pouvez choisir une espèce en particulier, vous pouvez choisir un statut de rareté qui sera d'ailleurs pré-rempli en fonction de la personnalisation du site que vous aurez mené. Et vous pouvez également requêter en fonction d'une famille si c'est votre choix. Quand vous avez fait ce choix-là, vous allez choisir ensuite le lieu. Et là, vous pouvez encore améliorer la requête en fonction de la personnalisation du site que vous aurez faite. Mais ça vous permet de requêter sur un département, sur un lieu-dit ou sur une commune, éventuellement sur une maille 10 km sur 10, etc. Vous avez également, tout en bas, on le voit, il est apparu il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire de ces outils-là, et peu de gens le connaissent, la possibilité de dessiner un polygone pour pouvoir requêter sur peut-être une réserve naturelle, vous avez l'habitude de vous promener sur un site qui est à cheval sur quelques communes. Vous pouvez dessiner un polygone pour pouvoir faire des requêtes à l'intérieur de ce polygone. Les bureaux d'études qui consultent aussi beaucoup les bases faunes utilisent pas mal ce polygone pour voir un peu les dernières observations qui ont pu être faites sur un de leurs terrains d'études. Quand vous avez choisi le lieu, vous avez un petit onglet qui s'appelle Autres restrictions et qui vous permet d'améliorer encore la requête. Ça peut être des données uniquement avec des photos, ça peut être des données avec un texte dans les remarques. Par exemple, vous cherchez que des données où des gens auraient écrit en vol, par exemple, ou en hivernage, ou que sais-je.
Vous pouvez aussi requêter uniquement sur des données de code de nidification, donc pour retrouver uniquement des données d'oiseaux nicheurs, possibles, probables, certains, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Vous avez en tout cas dans les autres restrictions la possibilité de vraiment paramétrer de manière un petit peu plus fine le type de requête que vous allez faire. Et puis enfin, vous avez le formatage du résultat qui vous permet à la fin d'avoir soit toute la liste des données par ordre chronologique, soit une liste d'espèces, ce qui peut être plus intéressant pour vous. Éventuellement, une photo satellite qui vous permet une cartographie de ces données-là. Mais vous pouvez aussi faire une requête par tranche d'altitude. Si vous vous intéressez sur l'optimum d'altitude du lagopède alpin, vous pouvez le faire par ce biais-là. Donc, il y a pas mal de formatage aussi à faire. Et quand vous avez rempli tous ces menus période, espèce, lieu, autres restrictions, formatage du résultat, vous lancez la recherche et vous allez obtenir votre résultat. Là, j'ai lancé une requête qui ne donne rien parce qu'il n'y avait pas de goéland argenté sur la période considérée dans le département 58, par exemple. Mais simplement, vous avez un petit V comme vu dans un rond gris qui apparaît. Quand ce rond gris apparaît, ça vous permet de confirmer que la requête a bien abouti, mais qu'il n'y a pas de données qui sont disponibles. Et s'il y a des données qui sont disponibles, ce petit rond sera vert. Donc, c'est simplement pour vous confirmer que la requête est terminée. La recherche de données par l'outil est terminée. Voilà le petit rond vert ici qui apparaît en haut. Quand la recherche est terminée, elle apparaît comme ça. Une petite nouveauté qui est pas mal, quand vous avez toute une série de données à la fin de votre requête, et avec votre souris, vous faites dérouler toutes les données, et puis ça se déroule, ça se déroule, ça se déroule de manière interminable vers le bas, eh bien, sachez-le, il y a maintenant une petite flèche dans un rond noir qui apparaît en bas à droite de l'écran et qui vous permet, en cliquant dessus, de remonter aussitôt tout en haut de la page. C'est un petit détail technique qui peut être utile le moment venu. Donc ça, attendez, Aurélien m'interrompt. Juste une question de Cédric. Consultation multicritères et carte de synthèse ne peuvent-elles pas être regroupées en une seule application? Peut-être préciser les différences entre les deux outils, à quoi ça sert? Alors la question, donc effectivement, on a l'onglet carte de synthèse que j'ai présenté au début et la consultation multicritères qui peuvent sembler donner lieu à des restitutions un petit peu similaires. Et c'est pas tout à fait faux. Disons que les cartes de synthèse ont l'intérêt d'offrir une restitution plus rapide. C'est une espèce de raccourci par rapport aux consultations multicritères. Il n'est pas exclu que dans l'avenir, on rassemble, on fusionne un petit peu ces outils-là quand l'outil de consultation multicritère sera, donc qui s'appelle consultation des données, sera un peu plus performant. Pour l'instant, la carte de synthèse nous permet, en fait, une carte zoomable comme nous permet la carte de synthèse avec des restitutions à la My1010, etc. On n'a actuellement pas cette option-là grâce à la consultation des données, malgré le formatage du résultat dans lequel on peut cocher sur la carte, comme je l'ai dit précédemment. Mais ça, c'est un développement qui est déjà dans les tuyaux, qui sera fait. Donc, il est possible qu'à terme, les cartes de synthèse disparaissent. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, elles nous offrent un raccourci quand même plus rapide vers ça. Et d'ailleurs, cela m'amène à un nouvel onglet qui va encore ressembler beaucoup aux cartes de synthèse, qui s'appelle Mon coin de nature. Quand vous cliquez sur Mon coin de nature, en fait, c'est la même chose, mais là encore, ça va être un raccourci vers une restitution qui, il nous a semblé, était quand même plutôt bien utilisée par les utilisateurs de l'outil. Quand vous cliquez sur Mon coin de nature, vous allez accéder à un fond de carte qui va être paramétré par défaut sur des mailles 10 km sur 10, mais avec le petit curseur qui est en haut, vous avez la possibilité de choisir une restitution par commune. Donc là, moi, dans l'exemple que je vous donne là, j'ai coché par commune pour avoir la restitution. Et donc très rapidement, on clique n'importe où sur la carte. Et là, j'ai choisi de cliquer sur la commune de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Et donc aussitôt, m'affiche les limites de ma commune avec une petite page qui s'ouvre, qui me montre les dernières observations, les plus communes de la saison. Alors là, j'ai rien dans les deux parce que Villeneuve-sur-Lot, il y a peut-être un déficit d'observatrices et d'observateurs.
Et j'ai également les plus signalés. Et donc, je vois aussitôt quelles sont les espèces les plus signalées sur cette commune-là. Donc là, ça se fait vraiment en un clic ou deux. On accède très rapidement à beaucoup d'informations sur l'actualité, on va dire, naturaliste d'une commune ou d'une maille 10 km sur 10. Donc quand on est un utilisateur, on va dire, autour de chez soi, ce qui est l'essentiel des contributeurs de ces outils-là, bah, on s'intéresse un petit peu aussi de savoir ce qui s'y fait. C'est aussi une espèce de réseau social, hein, ça permet de mettre en commun nos différentes observations et ben donc de voir ce qui se fait sur ma commune, sur la commune voisine, et éventuellement, comme c'est le cas dans plein de projets où on essaye d'améliorer la connaissance à des échelles communales, ben de cibler là encore une fois les territoires de prospection bah, voilà, qu'on va mettre en place. C'est une espèce de, ça nous permet de découvrir des nouveaux coins aussi autour de chez soi, ce qu'on faisait peut-être pas forcément. Donc mon coin de nature aujourd'hui sert à ça. Et donc c'est un raccourci encore une fois vers des restitutions auxquelles on pourrait finalement accéder avec les autres outils, notamment les cartes de synthèse. Mais là c'est un raccourci. Petite parenthèse, hein, on a le petit pictogramme en haut à gauche qui est là ouvert avec base layer, orthophoto, IGN, etc. Ça nous permet de modifier le fond de carte et donc d'avoir un fond photographique par exemple. Et ça dépend des paramétrages qu'on a fait avant, hein. Encore une fois, dans la personnalisation du site, on va choisir le fond de carte qu'on veut par défaut. Mais une fois qu'on a cliqué sur Mon coin de nature, on peut aller rechanger le fond de carte en permanence. Ça ne changera pas dans les personnalisations, mais à ce moment-là où on a besoin d'un fond photo, par exemple, on peut le mettre en place. Voilà pour Mon coin de nature, qui est quand même efficace là pour voir un peu l'actualité autour de chez soi. Alors, toujours dans Consulter un petit peu plus bas, on a les galeries son et images. Donc, pour les utilisateurs habituels de ces bases de données, on avait déjà un onglet Galerie qui existait. Donc là, il ne change pas beaucoup. On va cliquer sur le fond, le pictogramme du groupe taxonomique qui nous intéresse. Là, on est sur les oiseaux. On peut faire une requête par photographe. On peut faire une requête par espèce. On peut également faire une requête par département. Ce qui n'existait pas, c'est une des petites nouveautés, parce que là, par défaut, on se retrouve avec la galerie photo et son de la France entière, même si on est connecté sur Faune Nouvelle-Aquitaine ou sur Faune Limousin ou sur Faune de Sèvres, etc. Donc là, par département, ça peut permettre de centrer un petit peu sur les photos du coin. Je vous laisse découvrir les plus populaires, notre best-of, mes favorites, etc. Vous pouvez retrouver vos propres photos si vous en postez également. Et là, on a une petite nouveauté qui est quand même pas mal, c'est par rapport à la galerie des sons, où jusqu'à présent, on avait un enregistrement qu'on se contentait d'écouter. Et désormais, on va avoir un affichage du sonogramme qui peut paraître extrêmement ésotérique pour des gens qui font pas d'enregistrement de sons d'oiseaux. Mais pour la petite parenthèse, c'est une démarche qui se démocratise énormément. L'enregistrement des sons d'oiseaux, notamment nocturnes, avec un traitement a posteriori sur des logiciels ad hoc. Et donc, la validation, notamment, peut se faire sur la forme de ces sonagrammes. Comme là, on a un cri de rouge-gorge familier qui donne cette espèce de petite vaguelette au milieu de l'écran. La forme de cette vaguelette va être caractéristique du rouge-gorge. Donc, pour notre comité de validation, qui a un gros travail de validation à faire, avoir accès à ces sonagrammes, c'est quand même un plus non négligeable. Donc, ça peut être pas mal. En dessous, vous avez deux petits pictogrammes, un petit carnet qui vous permet, en cliquant dessus, d'afficher directement l'observation. Parce que là, on est juste dans la galerie, vous avez un son de rouge-gorge, mais en cliquant sur ce petit carnet, vous allez voir le lieu dit, vous allez voir la commune, la date et l'observateur, etc., les détails de l'observation. Et puis, s'il vous intéresse pour le réécouter plus tard, la petite virgule à droite vous permet de l'ajouter à votre sélection. Et elle apparaîtra ensuite dans l'onglet « Mes favorites ». Ça peut vous faire une petite collection de sons si vous le souhaitez. Et pareil pour les photos. Ça, c'est vraiment votre personnalisation à vous. Juste en dessous, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Les cartes du moment » et qui existait déjà sur les anciennes bases de données sous une appellation qui, si j'ai bonne mémoire, s'appelait les cartes en temps réel. Les cartes espèces, les fiches espèces, les cartes espèces. Donc l'idée de cette carte, les cartes du moment, c'est un peu de mettre en valeur l'actualité naturaliste.
Donc, ça va être les oiseaux à tel moment, enfin, une espèce d'oiseau à tel moment, ça va être une autre espèce de mammifères marins, de papillons, de n'importe quoi. En fonction d'une actualité, là, il y a un afflux de quelque chose qui se passe. Eh ben, tiens, on se dit, on va mettre, ça, c'est les administrateurs qui le décident, et on va mettre en évidence cette espèce-là. L'idée, c'est un petit peu de mettre l'accent sur quelque chose sur lequel il faut être vigilant en ce moment. Donc là, la carte qui apparaît, c'est une carte qui avait été mise à l'automne dernier, donc la carte date un petit peu. Mais on a eu des grosses tempêtes à l'automne dernier, ça n'a échappé à personne, et on a eu un gros afflux de phalaropes avec larves. Donc on a mis la carte du moment, phalaropes avec larves, qui nous permet d'accéder à toutes les données de Faune France. Et là, encore une fois, c'est un peu de la répétition, mais c'est important d'insister là-dessus. Faune Nouvelle-Aquitaine, c'est bien un portail miroir de Faune France. Et donc, on va mobiliser les données de toute la France. Et c'est tout l'intérêt. Et donc là, on arrive à une carte zoomable de toute la France où on voit directement les différentes données de Phalarope avec large, avec les contours du portail miroir par lequel on s'est connecté. Donc là, on voit les contours de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça permet en un clic de voir effectivement toutes ces données de Phalarope avec large, de se rendre compte qu'on en avait pas mal à l'intérieur des terres, ce qui est très inhabituel pour cet oiseau-là. Comme vos données, elles sont saisies également avec une date, on a en bas le petit graphique phénologique qui apparaît, qui permet de se rendre compte si on est toujours dans le gros de l'activité ou si on est un petit peu sur la fin des observations. Et en général, on accompagne cette carte et ce graphique d'un petit texte qui permet de contextualiser cette carte du moment. Donc ça vaut le coup d'aller les consulter régulièrement. Pour l'instant, il y a principalement des oiseaux, mais il y a encore quelques insectes qui datent de l'année dernière. Et donc, elles ne sont pas mises à jour toutes les semaines, hein. Mais de temps en temps, voilà, en fonction de l'actualité, encore une fois, on va mettre à jour ces différentes cartes-là. Donc là, tout l'intérêt des portails miroirs, c'est justement de pouvoir mettre en évidence des actualités locales et de mettre en avant une espèce qui va se passer chez nous en Nouvelle-Aquitaine, alors que en PACA, ils mettront en évidence telle autre espèce, même si, encore une fois, toutes ces bases sont des portails miroirs de Faune France. Donc ça, c'est pas mal, ces cartes du moment. Voilà, ça fait partie de l'animation du réseau et de se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Toujours dans Consulter, vous avez en dessous un onglet Statistiques. Alors, statistiques, il y a pas mal de statistiques différentes qui sont accessibles, pas mal de statistiques sur les données, en fait, hein, le nombre de données, la répartition des données, etc. Bon, là, je rentre pas trop dans le détail. C'est pas forcément pertinent d'un point de vue naturaliste, sauf une des statistiques, et c'est là-dessus que je vais appuyer, c'est celle qui s'appelle statistique des espèces. Et donc là, mine de rien, vous avez accès à des informations extrêmement pertinentes dans cet onglet-là. Comment on va s'en servir? Vous allez commencer par choisir le groupe taxonomique qui vous intéresse et qui va d'ailleurs être préparamétré, encore une fois, dans la personnalisation du site. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi les oiseaux. Et vous allez pouvoir choisir une espèce. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'assenteur mouchet, avec une liste déroulante où vous pouvez mettre les premières lettres de l'espèce que vous recherchez dans la petite case de gauche et elle va vous le préfigurer à côté. Quand vous avez choisi votre espèce, vous lancez l'affichage à droite et vous allez avoir plusieurs petits onglets avec un premier onglet Info. Vous avez une belle photo de l'espèce qui apparaît. Vous allez avoir la famille, son nom anglais. Et là où ça commence à être intéressant, c'est que vous avez l'état des populations françaises. Alors là, non pas issu d'une analyse en temps réel des données qui sont saisies sur les bases de données, mais qui sont issues des dernières analyses. Donc là, en l'occurrence, c'est 2007, avec une population française estimée entre 1 500 000 et 6 millions de couples pour la France. On a le statut inscrite sur la directive Habitat, la liste rouge UICN mondiale. Est-ce qu'elle est protégée au niveau national? La liste rouge européenne. Et puis après, il y aura des développements à mener pour pouvoir profiter des listes rouges nationales, listes rouges régionales quand il en existe. Et puis une petite information sur le Club Atlas. Ah, oh là, je suis allé trop vite.
quand le code Atlas est demandé automatiquement. Donc ça, c'est des paramétrages. Bon, ça, c'est peut-être moins intéressant, mais en tout cas, voilà, les statuts de protection et liste rouge sont accessibles ici. Vous avez un deuxième petit onglet qui s'appelle Statistiques. Et là, par contre, les statistiques vont directement découler des données qui sont saisies au fur et à mesure sur les bases faunes. Et donc, vous allez avoir le nombre de données de la senteur Mouchet. Là, on est toujours là-dessus. Donc, on est sur 39 841 au jour, en tout cas, où j'ai fait l'export de la capture d'écran. Un nombre de données saisies dans une liste complète. Donc là, on est sur le mode de saisie par liste ou quoi. Alors là, je rentre pas dans le détail, c'est pas l'objet de la soirée. S'il y en a à qui ça parle pas, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. On a 10 données qui sont en cours de vérification et on a 1936 contributeurs qui ont saisi des données d'Assenteur Mouchet à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas forcément les chiffres les plus intéressants, c'est plutôt ce qu'on voit en dessous qui va être pas mal, avec la fréquence relative annuelle de l'espèce. Donc, on a un petit graphique qui peut paraître un peu étrange avec ces cases qui vont du jaune au bleu. Et donc, on voit que plus c'est foncé, plus on passe du jaune au bleu, plus on a de proportion de l'espèce à l'intérieur des listes qui sont saisies. Et donc, on prend par exemple la première année 2017 et on voit que de janvier à décembre, on avait une proportion à peu près équivalente. C'est par tranche de 10 jours là. Où on avait des données d'Assenteur Mouchet avec un creux toujours en été, parce qu'en été, l'Assenteur, il est hyper discret, il chante plus, il est planqué dans ses buissons, il nourrit ses jeunes, et donc on n'a pas de données qui remontent. Ça ne veut pas dire que l'espèce est absente, ça veut juste dire qu'on ne le voit pas et donc il ne remonte pas dans les données. Donc c'est pas le plus frappant chez l'Assenteur Mouchet, mais chez d'autres espèces, ça peut donner des gradients de couleurs assez frappants qui permettent de mettre en valeur les périodes soit de présence ou soit en tout cas d'activité de l'espèce. Et à droite, on va avoir une courbe qui va montrer un petit peu la même chose, mais sous forme d'un graphique, sur lequel on a l'intérêt de pouvoir superposer différentes courbes avec l'année en cours. Et là, en l'occurrence, les deux cases cochées, c'est l'année en cours. Donc là, j'avais fait la capture d'écran à la mi-septembre et 2023. Et puis, la moyenne historique. Et donc, on voit qu'en gros, les données d'Assenteur Mouchet remontent un peu pendant l'hiver. Il y a une petite augmentation fin mars. Après, ça chute parce que l'espèce se fait discrète. Il n'y en a plus en juillet-août. Et puis, tout à coup, on a un pic en septembre-octobre qui est lié probablement à un pic d'activité migratoire. Et donc, ça, de pouvoir superposer différentes courbes, année en cours, année précédente, moyenne des 5 dernières années ou la moyenne historique, bah, ça peut permettre j'ai envie de dire comme ça au premier abord, de voir apparaître d'éventuelles disparitions d'espèces ou augmentations, mais je nuance, attention, c'est l'analyse brute des données qui sont saisies sur les bases, donc qui dépendent aussi directement du nombre de contributeurs. Et ce nombre de contributeurs ne cesse d'augmenter, on a de plus en plus de monde qui transmet des données, donc forcément on a aussi de plus en plus de données d'assenteurs qui vont remonter. Donc attention à vos interprétations de ces courbes-là. Ce ne sont que des analyses brutes, mais malgré tout, ça commence déjà à donner des interprétations qui ressemblent à quelque chose. La fréquence, tu vois les invasions aussi. Effectivement, comme me dit Aurélien, quand on a des invasions, ça permet de voir des pics tout à coup, alors que les années d'avant, on n'avait pas de pics apparents. Donc ça permet de voir des comportements un peu atypiques de certaines espèces. Bon, il y a Pascal qui dit que son menu statistique ne se présente pas comme le tien, et en particulier, il n'a pas le choix possible des espèces et des observateurs. Et je pense que c'est juste qu'il n'est pas connecté. Et il y a pas mal d'options que tu as sur le menu à gauche. Alors, si vous n'avez pas entendu la question, donc apparemment, le menu statistique ne permet pas pour quelqu'un parmi vous de choisir par espèce. Donc, il est possible que ça soit lié au fait que vous ne soyez pas connecté avec votre compte, mais que vous soyez en consultation sans compte, hors connexion. Donc, si c'est le cas, il faut bien se connecter en amont avec les identifiants et mots de passe, comme on l'a vu précédemment, avant d'accéder à ça. Et si malgré tout, c'est pas possible, c'est probablement lié à un bug, il faudra qu'on regarde ça. Mais a priori, c'est bon. OK. Alors, vous avez également dans ces statistiques ce petit graphique qui apparaît et qui ressemble un petit peu au précédent, mais en plus fin. Donc là, on voit les différentes années depuis 2014 qui s'additionnent et se superposent pour voir le graphique phénologique
de l'espèce, encore une fois, qui est directement lié à l'activité aussi des naturalistes. Mais l'intérêt, c'est comme à l'échelle d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine, quand on parle de plusieurs milliers de données, là, au pic de mi-mars, on est à 1600 données. On est sur un pool de données qui permet de lisser les billets liés aux observateurs. Et donc, on n'est quand même pas mauvais. Donc, on a malgré tout un pic fin janvier, là. Et en fait, on peut l'interpréter, sachez-le, fin janvier, on a le comptage national des oiseaux des jardins qui fait remonter beaucoup de données d'Ascenteur Mouchet et qui donc donne lieu à ce petit artefact. Donc, encore une fois, attention à vos interprétations sur ces graphiques-là. Ça n'est que de la donnée brute, mais malgré tout, on voit quand même bien se dessiner le comportement de l'Ascenteur Mouchet, qui est plutôt bien visible au printemps, plutôt bien caché en été et présent toute l'année. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ce type de graphique-là. Vous avez également le petit onglet écologie, puisque lorsque vous saisissez vos observations, vous allez saisir un effectif et également, ça va être attribué à un lieu-dit qui lui-même a une altitude qui lui est attribuée. Et donc là, vous avez deux types d'écologie qui sont présentés. Et donc notamment, on va dire le premier graphique, ça va être le comportement social de l'espèce. Donc comment lire ce premier graphique? Eh bien là, on a 83% des données qui concernent un seul individu. Et après, tout de suite, deux individus, c'est que 12% des données. Donc ce graphique nous montre que dans la majorité des cas, l'Ascenteur de Mouchet est observé seul. Par contre, si on regardait la même chose sur la grue cendrée, on aurait un décalage du pic qui serait beaucoup plus à droite, avec très peu de données à un individu et un maximum, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas fait exercice, à 50, 100, 200 individus, parce que la grue est souvent observée en comportement social, en groupe grégaire. Et donc, on aura des formes de graphiques comme ça qui nous traduiront un petit peu le comportement social d'une espèce. Alors, encore une fois, c'est très brut, hein. Si on prend un pinson des arbres, son comportement social est complètement différent en saison de nidification ou en hivernage. Donc, ça, je ne sais pas à quoi ressemble la courbe, d'ailleurs, ça peut être marrant à regarder. Donc, encore une fois, attention aux interprétations, mais malgré tout, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça me permet de faire une petite parenthèse quand vous saisissez vos observations. Vous avez la possibilité de choisir, quand vous avez le nombre d'individus à mettre, vous avez la possibilité de choisir non compté. Je ne peux que vous conseiller d'éviter au maximum cette option-là. Et si vous n'avez vraiment pas compté vos bestioles, au minimum, choisissez plutôt un minimum. Donc, si vous avez peut-être 3000 pigeons, mais que vous ne les avez pas du tout comptés, mais vous savez qu'ils sont au moins 500, préférez minimum 500 plutôt que non comptés. Ça restera plus pertinent. C'est la petite parenthèse. Encore une fois, sur la manière de saisir les données, ce n'est pas l'objet de ce soir. À droite, vous avez la répartition altitudinale. Donc, encore une fois, vos données sont attribuées à des lieux-dits qui eux-mêmes ont différents paramétrages. Et ça, c'est transparent pour vous. Vous n'avez pas à choisir les altitudes. C'est fait automatiquement. Et on voit que l'Ascenteur Mouchet est massivement observé entre 0 et 600 mètres d'altitude, avec encore des données jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Mais il y en a très peu. Donc ça, c'est intéressant. Parce que si vous regardez le lagopède alpin ou son voisin, son cousin, l'ascenteur alpin, par exemple, eh bien, vous verrez qu'il a une tranche altitudinale qui n'a absolument plus rien à voir avec celle de l'ascenteur Mouchet. Donc, en quelques clics, vous pouvez comme ça accéder à des préférendums altitudinaux des différentes espèces. Ça va être intéressant aussi pour savoir jusqu'où je peux observer telle espèce. Vous avez fait une balade en montagne, vous avez vu un oiseau, vous avez vu un pipite et vous vous dites, tiens, c'est pipite, les pipites, c'est compliqué. On est au mois de juin. Est-ce que c'est du pipi des arbres? Est-ce que c'est du pipi de spioncelle? J'en sais rien. Eh bien, allez regarder la répartition altitudinale des deux espèces. Vous allez voir des recoupements, ce qui ne va pas répondre à votre question, mais vous allez voir quand même des différences majeures entre les deux espèces. Donc voilà, ça permet encore une fois de mieux connaître, de mieux comprendre. Et ces restitutions, elles sont vraiment faites en priorité pour vous en tant qu'observatrice, observateur, en tant que contributeur, pour que les données que vous transmettiez puissent enrichir un pot commun et vous offrir des restitutions qui aient du sens scientifiquement parlant. Vous avez également, pour terminer, les statistiques par carte.
et là, qui vous donne bien là, ça permet de voir que l'assenteur Mouchet, il est principalement observé en Nouvelle-Aquitaine. On a 18,8% des données qui proviennent de Nouvelle-Aquitaine. Bon, là, c'est beaucoup lié aussi à l'activité naturaliste, à l'animation du réseau. Donc, attention, encore une fois, aux interprétations. Mais si vous regardez l'assenteur alpin, vous verrez quand même très nettement ressortir les régions avec du massif montagneux. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément le cas. Vous avez quand même des données d'assenteurs alpins aussi qui peuvent apparaître en Bretagne, en Normandie ou autre. Donc, à vous de voir comment vous voulez utiliser ces cartes. Ces données-là, elles sont faites en tout cas en grande partie pour vous offrir ces restitutions-là. Avec la possibilité sur les restitutions de statistiques par carte de choisir, là en l'occurrence c'est à la région, mais vous avez aussi par département et également par zone biogéographique, qui est une restitution qui a moins de sens administrativement, mais beaucoup plus de sens biologiquement parlant. Voilà pour cette partie-là. On va passer ensuite à une partie qui vous intéresse fortement, transmettre des observations. Donc là, en fin de compte, il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce que vous connaissiez avant si vous aviez déjà l'habitude de transmettre des données sur les portails faune. Vous avez deux accès pour transmettre des observations. Soit dans la colonne de gauche, vous avez un petit onglet Participer. Donc là, on vient de passer en revue ce qu'il y avait dans Consulter. Là, dans Participer, vous allez transmettre mes observations. Mais vous avez aussi sur la page d'accueil de Faune Nouvelle-Aquitaine, tout en haut, un petit bouton jaune qui s'appelle Transmettre et qui vous amène au même menu. C'est un petit raccourci. Donc là, pour transmettre une donnée, il va falloir évidemment une espèce, il va falloir une date, il va falloir un lieu et il va falloir un observateur. C'est les quatre éléments de base d'une donnée. Donc l'observateur, vous êtes déjà connecté sur votre compte, donc il y est déjà. Donc les trois autres données, on va les choisir dans cet ordre-là. Tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir le lieu. Donc plusieurs façons, soit en tapant du texte, soit par coordonnées géographiques, soit en choisissant une commune. Franchement, dans l'immense majorité des cas, et moi je n'utilise que ça, c'est en cliquant sur la carte. Donc si vous avez bien personnalisé votre site et que vous avez bien mis votre adresse, cette carte, elle sera par défaut zoomée sur votre commune. Et après, vous allez pouvoir la déplacer pour aller exactement à l'endroit où vous étiez. Et vous allez cliquer à l'endroit précis de l'observation de votre donnée. Et vous allez ensuite avoir un petit menu qui apparaît. Je note quelques espèces en localisation précise. Et grâce à ça, vous allez pouvoir saisir vos observations, pas forcément sur les lieux-dits qui sont les boutons jaunes cerclés de rouge, mais directement sur le bâtiment ou sur le buisson où vous avez fait votre observation. Et je vous invite le plus vivement possible à être le plus précis possible sur la localisation. Quand vous avez fait ça, vous avez une page suivante, vous avez toujours l'affichage du fond de carte. Donc là, on voit le petit curseur rouge qui pointe vraiment précisément le buisson ou l'arbre ou le champ ou que sais-je, le coin de route ou le poteau électrique où vous avez fait votre observation. Et on voit qu'il est rattaché à un lieu-dit par un trait jaune. Donc là, ça c'est normal, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la localisation du curseur, c'est le point précis. Alors là, j'ai pris un exemple. On a sur la carte un petit trait rouge qui délimite deux communes. Donc, ce qui fait que votre donnée, matérialisée par le curseur, se retrouve sur la commune de gauche, la commune A, mais se retrouve rattachée à un lieu-dit qui s'appelle Les Prels et qui se retrouve sur la commune B. Et là, quand même, ça vaut le coup d'essayer d'être un petit peu plus rigoureux dans la saisie de nos données. Et cette localisation précise, plutôt de la rattacher à un lieu-dit de la même commune, ce sera plus pertinent. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité, en gardant votre curseur au bon endroit, d'utiliser le bouton contrôle de votre clavier et d'aller cliquer sur le lieu-dit. Donc là, on va plutôt cliquer sur le lieu-dit qui s'appelle les Creusis. Et comme ça va rattacher votre observation au lieu-dit. Là encore, c'est quelque chose qu'on pourra faire un peu plus tard sur des ateliers. On va voir qu'on proposera des ateliers sur la saisie. Mais s'il y a des personnes qui voient de quoi je parle, ça vaut le coup de le faire. Je suis en train de vous parler de la saisie de données directement sur le portail Faune Nouvelle-Aquitaine. S'il y en a parmi vous qui utilisent l'appli Naturaliste,
tout ça ne vous concerne pas puisque vous localisez déjà précisément vos données avec l'appli. Mais il y en a qui sont toujours au carnet et donc c'est pour ça que je le mentionne à ce moment-là. Donc le lieu étant choisi, vous avez la date qui apparaît en haut à gauche. Donc si vous saisissez a posteriori, pensez à remettre la bonne date, éventuellement l'heure, si ça semble pertinent, de votre observation. On a le compte, on a la date, on a le lieu, il nous manque l'espèce. Et donc en cliquant sur suivant, vous allez accéder à un nouveau menu qui vous permet dans un premier temps de choisir le groupe taxonomique qui vous intéresse, oiseaux, mammifères marins, etc. Ensuite, l'espèce concernée. Et donc là, vous tapez les premières lettres dans la case de gauche et puis vous avez le menu à droite qui vous propose déjà les espèces correspondantes. Ensuite, le total d'individus. Donc c'est là que vous pouvez nuancer, soit vous avez un chiffre exact, soit vous avez une estimation, soit vous avez un minimum, soit vous mettez non compté. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, il vaut mieux, si on n'a pas compté, au moins faire un vague minimum. Ça sera toujours plus précis. Et ça, ce sera le minimum requis pour votre donnée. À partir de là, vous pouvez cliquer sur suivant et votre donnée sera enregistrée. Mais vous avez la possibilité quand même d'aller un petit peu plus loin grâce à tous les champs qui sont inscrits sous le menu orange. Les champs ci-dessous sont facultatifs. Où vous allez pouvoir préciser le nombre de mâles, le nombre de mâles adultes en vol, le nombre de mâles immatures posés, le nombre de femelles, etc. Vous pouvez vraiment rentrer dans le détail par rapport à ça. Vous pouvez préciser si c'est issu de pelotes de réjection. Vous pouvez préciser si c'est posé, si c'est. Il y a tout un tas de précisions possibles à apporter. Encore une fois, c'est facultatif, donc faites-le si vous avez été exhaustif, mais c'est pas indispensable pour la donnée. Nous derrière, on traite ces données-là. S'il y a un maximum de précision, on pourra aller utiliser ces données pour plein de projets. Si c'est moins précis, on sortira certaines de ces données de nos jeux de données pour les analyses parce qu'il nous manque des infos. Donc plus vous êtes précis, mieux ça vaut. Mais il y a quelque chose que je dis toujours, c'est qu'il faut aussi que ça reste un plaisir. Donc faites le maximum, mais de manière à ce que ça reste toujours un plaisir pour vous de contribuer à la transmission de vos données. Vous avez, grâce à des petites cases aussi, la possibilité de protéger vos données. Si vous cochez sur cette petite case, vos données ne seront plus visibles par l'ensemble des contributeurs, mais uniquement par les administrateurs et les validateurs. Vous avez aussi la possibilité de cocher la case données de seconde main. C'est-à-dire que c'est votre voisin qui vous a transmis une observation et vous voulez quand même la renseigner, mais vous ne l'avez pas faite, vous cochez la case seconde main. Vous avez la possibilité de cocher la case « L'animal est mort ou blessé ». Très important, en cas de collision routière, je vous donne un exemple. Si cette case n'est pas cochée, même si vous l'avez mis dans les commentaires, on ne pourra pas traiter cette donnée quand on va essayer d'analyser, par exemple, le réseau de routiers mortifères du territoire. Donc c'est important, ce module vous permet de préciser les causes de mortalité et tout a été pensé. Si vous avez vu une bernache cravant en collision avec un avion, c'est possible de le mettre. Donc tout est prévu. Et vous avez aussi des petites cases comme migration active, se nourrit, dortoir, reposoir, qui sont intéressantes. Et pour les personnes qui utilisent Naturalist, il y a encore notamment la case migration active n'est pas encore disponible sur Naturalist et c'est dommage, mais ça finira par voir le jour. Donc ça vaut le coup, si vous faites du suivi de migration avec Naturalist, de revenir a posteriori sur vos données pour cocher cette petite case qui nous permet typiquement assez facilement de retrouver des données pertinentes. Je vous donne un exemple. On recherche des champs de gagnage pour la grue cendrée pour savoir si on n'a pas oublié des champs où elle se nourrirait. Et on va rechercher les données de grue. Et on peut retrouver plein de données de grue sur un champ, mais si c'est que des données en migration, en fin de compte, ça ne nous intéresse pas. Mais si c'est des données se nourrit, là, du coup, ça nous intéresse. Donc, ces cases cochées nous permettent de savoir, tout simplement, ce que faisaient vraiment les grues. Et si elles ne sont pas cochées, on n'est pas capable de savoir si elles étaient en vol ou posées. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre les données. Et puis ensuite, vous avez un champ commentaire. Donc là, c'est du texte. Et là, utilisez ce champ principalement quand vous avez besoin d'apporter des éléments
notamment sur ce qui vous a permis d'identifier une espèce. Vous pouvez faire une observation un peu étrange parfois, une espèce qui n'est pas censée être là ou pas à cette période. Vous n'avez pas pu faire de photos. Et bien là, ce champ remarque va vous permettre de préciser, oui, j'ai pu voir tel critère, j'ai pu consulter ceci, cela. Vous avez lu une bague sur un oiseau, mais vous ne savez pas comment on fait pour retrouver l'origine de l'oiseau. Vous pouvez mentionner le numéro de bague dans ce champ, etc. Bon, là, on ne fera pas forcément la recherche pour vous, mais a posteriori, ça pourra toujours servir. Au moins, ça permet de bancariser l'information. Et une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur Suivant. Toutes ces données que vous mentionnez ici donc, sont ensuite enregistrées sur votre carnet de terrain numérique, partagé avec tout le monde, mais ça reste votre carnet de terrain, et elles sont en permanence retrouvables et modifiables si vous avez des choses à y apporter. Évidemment, encore une fois, tout ce que je dis là ne remplace pas la saisie sur naturaliste, qui reste aujourd'hui la plus efficace de loin. Aurélien me suggère une question. Donc, il y a une question de Marie-Noël qui demande si on saisit préférentiellement sur Faune NA ou sur Faune France. Et tu peux même rajouter sur Naturaliste, etc. Alors, la question était, est-ce qu'il faut privilégier une saisie sur Faune NA ou sur Faune France? En réalité, vous pourriez même saisir une donnée en centre-ville de Bordeaux sur Faune PACA. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être possible. Tous ces outils, encore une fois, c'est les mêmes. Donc, la façon de saisir les données, ça ne changera rien du tout. Sur Faune France, sur Faune Nouvelle-Aquitaine ou sur Naturaliste, vous les retrouverez dans tous les cas sur ces différents portails. L'intérêt des portails miroirs, c'est surtout de pouvoir continuer à bénéficier d'une animation locale, de pouvoir continuer à avoir des restitutions qui vous concernent localement, de pouvoir voir les actualités naturalistes qui vous permettent de savoir ce qu'on vous propose localement. Mais en termes de saisie, peu importe, tout ça va à un moment donné, d'où que vous le saisissiez, ça arrivera sur le même outil numérique qui après renverra vers les restitutions ad hoc en fonction des portails miroirs. Pour Naturaliste, il y a eu plusieurs fois la question sur l'iPhone, comment ça fonctionne, est-ce que c'est la même version ou pas, si ça marche, etc. Alors, une question sur l'appli Naturaliste sur iPhone. Le système d'exploitation sur iPhone est différent de celui sur iOS, sur Android. Donc, ça veut dire que c'est bien deux outils développés de manière indépendante, même si l'ergonomie est la même. Et en fait, l'appli a été mise en ligne sur iPhone plus tardivement que sur smartphone. Donc, elle a un petit peu de retard dans ses développements, mais elle fonctionne. Elle est aujourd'hui en ligne publiquement, donc vous pouvez tout à fait vous connecter dessus, encore une fois avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe, et vous pouvez l'utiliser pour la saisie. Mais par contre, il est vrai qu'il y a encore un certain nombre de menus qui ne sont pas disponibles dessus, tout simplement parce qu'elle a pris du retard dans son développement. Donc, je vous conseille de l'utiliser quand même, mais effectivement, il se peut que vous ayez encore besoin de revenir après sur les sites Internet pour compléter vos données. J'ai une vision très faible de ce qui se passe sur iPhone parce que c'est pas ce que j'utilise. Donc, je vous cache pas que je suis un petit peu aveugle là sur l'évolution de l'outil, mais en tout cas, il est fonctionnel et vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il est fait pour ça. Élise ne trouve pas le bouton de transmettre ses données et qu'elle n'a pas accès à cette option-là. Et je pense que pareil, elle n'est pas connectée. Alors, Élise, qui n'a pas accès à cette option transmettre mes observations, donc très probablement, c'est parce que tu dois être en consultation hors ligne, enfin hors connexion. Donc, il faut vraiment, en haut de la page d'accueil, cliquer sur Participer et renseigner son identifiant et mot de passe pour pouvoir être connecté à l'outil. À partir de là, l'onglet Transmettre ses observations doit apparaître. Donc, essaye de faire ça et puis on revient dessus en fin de présentation si besoin. Une autre question en interne, en présentiel. Est-ce que je peux transmettre une observation d'il y a un mois? Une observation? Que j'ai vu il y a un mois. Alors, la question était, est-ce que je peux transmettre une observation d'il y a un mois? L'outil est fait pour pouvoir transmettre une observation que vous auriez même éventuellement retrouvée dans un vieux carnet de terrain de vos grands-parents.
Donc, c'est tout à fait possible de rétro-saisir des observations. On a d'ailleurs beaucoup de naturalistes qui ont des vieux carnets de terrain des années 60, 70, 80 et qui aujourd'hui rétro-saisissent pour bancariser tout ça sur ces outils numériques. Et ces données anciennes, d'ailleurs, ont une très grande valeur puisqu'elles permettent de beaucoup mieux comprendre les observations d'aujourd'hui quand on a une meilleure information sur ce qui se passe, sur ce qui se passait hier. Donc oui, c'est tout à fait possible. Au moment de transmettre les observations, il y a la partie date qui apparaît, et là, on peut aller choisir une date antérieure. Il y a une question de Pascal qui demande si on s'intéresse aux données de collision d'une espèce, est-ce qu'on peut faire une recherche sur le critère collision et même, je rajouterais sur toutes les options là que tu rajoutes, migration active, sous-nourrie, etc. Alors, dans la partie consultation des données, la question est de savoir si on peut faire une requête en précisant mortalité, migration active ou ces différents menus qui auront été cochés. Alors aujourd'hui, non, ça n'est pas possible de faire ces requêtes-là plus précisément que ce qu'on a vu précédemment. C'est des choses qui sont encore à améliorer et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce passage à Faune Nouvelle-Aquitaine, c'est que toutes ces structures au niveau national se concertent pour pouvoir délibérer des choix à faire, des développements à venir. Donc ça fait partie des choses qui sont discutées pour savoir comment on améliore aussi les outils de requête. Donc pour l'instant, non. Je ne promets pas que ça sera le cas dans le futur, mais de toute façon, ayez à l'esprit que ce sont des outils qui vont être en perpétuel développement et amélioration. Alors, un autre onglet qui apparaît tout en bas de la partie participer, un petit onglet qui s'appelle contrôler mes listes. Donc là, je passe brièvement dessus. C'est un peu votre carnet de synthèse qui vous permet de voir toutes les espèces qui ont été observées. Alors, vous pouvez choisir les années. Et parmi celles-là, quelles sont celles que vous-même vous avez observées année après année. Donc, vous verrez un nombre de petits tableaux qui apparaissent. Un qui fait la synthèse générale et un qui fait la synthèse Nouvelle-Aquitaine. Je crois que c'est ça. Et puis après, il y a la liste de toutes les espèces, donc encore une fois, groupe taxonomique par groupe taxonomique. Et donc, on voit si elles ont été observées, si vous les avez observées en 2023, et si vous les avez observées tout court, toute année confondue. Voilà, c'est votre petite synthèse. Si vous vous souvenez plus, si vous avez déjà vu de la senteur mouchet ou de l'aigle beauté, avec ce petit onglet, vous pouvez y aller. Et vous pouvez, grâce au petit carnet qui apparaît à côté du rond vert, aller retrouver en un clic toutes vos données de l'espèce concernée. Bon, je sais, enfin voilà, ça n'a pas forcément une grande utilité. Moi, j'avoue que je l'utilise pas, mais c'était important quand même de mentionner l'existence de cet onglet-là. Alors, Faune Aquitaine Info. Donc, il y a parmi vous des gens qui n'utilisaient pas Faune Aquitaine tout simplement parce que vous habitez d'autres départements et régions. Malgré tout, sur vos bases à vous, vous aviez probablement un petit peu la même chose que nous. Et nous, en Aquitaine, sur Faune Aquitaine, on avait différents onglets dans lesquels on rangeait au fur et à mesure beaucoup de ressources bibliographiques. Donc, notamment un petit onglet qui s'appelait Revue naturaliste. Donc là, à gauche, c'est une capture d'écran de Faune Aquitaine. Et on avait un Faune Aquitaine publication dans lequel on publiait régulièrement des actualités, des petits rapports de synthèse, soit rédigés par des contributeurs sur le suivi de la cigogne, sur l'arrivée d'une espèce, sur la première observation d'une espèce rare, enfin voilà, il y a des sujets très variés, les retours d'une enquête sur le martinet ou ce genre de choses. Également, on y publiait la synthèse annuelle du comité d'homologation aquitain, qui valide les espèces rares à l'échelle de l'Aquitaine. Donc bref, une ressource bibliographique intéressante. On avait également le Courbageot, une ancienne revue qui n'était plus publiée, mais dans laquelle on avait aussi tout un tas d'actualités, pas d'actualités, mais d'articles naturalistes qui ont été numérisés et rangés ici. Et un petit peu plus bas, on avait un onglet qui s'appelait Référentiel espèces et fiches techniques, dans lequel on avait tout un tas de référentiels espèces et d'outils d'aide à la détermination également. C'est là qu'on y mettait les petites fiches style comment on distingue la martre de la fouine, comment on distingue le lièvre du lapin, comment on télécharge la clé de détermination des papillons de jour d'Aquitaine. Des outils un peu divers et variés, mais qui étaient des aides à la détermination.
tout ça, si on regarde le menu actuel de Faune Nouvelle-Aquitaine, qui apparaît là à droite, on n'a absolument nulle part un menu qui permet de ranger ça. Donc ça, je vous en informe, ça verra le jour. Il est hors de question que ces ressources très importantes que nous avions à disposition disparaissent. Donc cette arborescence, elle va évoluer d'ailleurs assez rapidement dans les semaines ou mois qui viennent. Et donc vous allez voir apparaître des nouveaux menus en vert qui vont s'afficher et dans lesquels on va ranger tout ça. Et l'intérêt, c'est que ça nous permet de faire une petite harmonisation. Et notamment, on a échangé avec nos homologues de Poitou-Charentes et du Limousin, qui avaient également leurs ressources bibliographiques, pour que tout ça se retrouve, soit rangé ensemble au même endroit de manière pertinente et ludique, pour que vous, en tant que contributeur, vous puissiez y avoir accès facilement. Et donc, retrouver tous ces outils d'aide à la détermination, retrouver tous ces articles scientifiques pour pouvoir finalement avoir le maximum d'informations bibliographiques sur la faune de votre région. Donc ça, on s'est concerté avec nos homologues, avec mes collègues des autres régions et départements, pour pouvoir proposer sur Faune Nouvelle-Aquitaine ces nouveaux menus qui rassemblent ces restitutions des différentes ex-bases de données. Donc je ne sais pas quand, j'ai pas d'échéance là, mais en tout cas, sachez-le, ces menus-là ne sont pas perdus. Alors, les aides et tutos, c'est un petit onglet qui apparaît également dans les menus à gauche de Faune Nouvelle-Aquitaine. Et là, on va les passer brièvement. On les retrouve à l'identique sur Faune France. C'est des petits tutos qui avaient été déployés par la LPO France pour vous aider à utiliser Naturalist principalement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une liste? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le pointage, comment on le fait, réaliser des listes. Bon, c'est des petits tutos qui sont là disponibles. Comment choisir son mode de saisie. Vous avez 2-3 choses ici qui sont intéressantes. Je vous invite à prendre le temps d'aller lire. On ne va pas le passer là en détail, mais ça vous permet de voir un petit peu. Ça va concerner vraiment la façon de saisir ces observations. C'est pas ultra complet non plus, mais il y a déjà les bases. Donc je vous invite à aller lire ça. Il n'y a pas grand-chose à lire non plus dedans. Il y a également un onglet qui s'appelle Info pratique. Donc là, on a ouvert un nouveau menu dans la colonne de gauche, Info pratique, dans lequel il y a plusieurs choses. Et notamment ce petit onglet qui s'appelle Espèces à publication limitée. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'espèces dans les différents groupes taxonomiques pour lesquels on estime qu'il faut limiter la publication. Et ça, c'est directement lié à une sensibilité des différentes espèces. Donc, tout le monde va comprendre que, par exemple, un nid de gypaète barbu, c'est pas forcément pertinent de le rendre visible à tout le monde. Ça peut amener à des comportements, le choix il est là, hein, ça peut amener à des comportements un peu tendancieux. Le gypaète, c'est pas facile à voir. Si tout à coup il y a un couple qui niche sur une falaise hyper facile d'accès, bah, du coup on va tous avoir envie d'aller le voir et ça peut créer de la gêne. Et pour des espèces sensibles au dérangement, ça peut être très problématique pour la reproduction de l'espèce. Mais dans un autre registre, on peut aussi imaginer qu'un renard, qui est une espèce très commune, on n'a pas forcément envie que tous les terriers de renards soient visibles par tout le monde. Donc il y a des choix qui sont faits, mais globalement, c'est surtout chez les oiseaux où on va limiter la visibilité des données. Donc là, vous pouvez avoir un accès rapide grâce à cet onglet-là pour savoir quels sont les choix qui ont été faits. Et donc, on voit par exemple que, alors l'aigle de Bonelli nous concerne moins, on va choisir une espèce de chez nous. La cigogne noire, par exemple, restriction de publication pour les codes atlas supérieurs à 1. Donc ça veut dire que si vous saisissez une donnée de cigogne noire aujourd'hui, qui va être de la migration, eh bien n'importe qui, quand il va faire une consultation, il va pouvoir voir votre donnée de cigogne noire. Par contre, quand on va arriver dans la saison de nidification, on va commencer à mettre des codes atlas, donc ça veut dire des comportements de reproduction. Eh bien là, ces données automatiquement vont être cachées et à partir de là, elles ne seront plus visibles que par les administrateurs et les validateurs de l'outil. Et les auteurs. Et évidemment, l'auteur, si vous êtes l'auteur de cette donnée, vous continuez évidemment à la voir, effectivement.
Donc ça permet de garantir quand même une certaine sécurité sur les espèces qui sont donc à publication limitée. C'est important d'avoir ça à l'esprit aussi parce que lorsque vous allez faire les différentes requêtes que l'on a vues précédemment et que vous allez arriver à une liste d'espèces, par exemple sur votre commune, il se peut très bien que vous arriviez à une liste de 15 espèces avec que les espèces communes et qu'en fait, il y en ait une 16e qui soit l'aigle royal qui niche sur votre commune, mais vous ne le verrez pas si ce n'est pas votre propre donnée. Donc, ces restitutions-là ne vous permettent pas d'être totalement exhaustifs sur ce que vous allez voir. C'est important aussi, et j'ignore si parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux d'études et qui consultent aussi ces outils-là. Ayez à l'esprit que, alors notamment, ça va représenter souvent les espèces à enjeu, vous n'avez pas forcément accès à ces données-là. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. C'est un choix qui est fait et qui se défend tout à fait de restreindre ces données-là, qui concernent malgré tout, quand on regarde un peu dans le détail, très peu d'espèces, et pour la plupart, en plus, limitées à des périodes particulières. Cet outil-là, Faune Nouvelle-Aquitaine, il est donc administré et géré par un grand comité de personnes, et vous pouvez aller voir ça dans un onglet qui s'appelle Droit d'accès. Et donc, dans Droit d'accès, vous avez plusieurs menus. Ça vous permet de voir le comité d'homologation nationale. Prochainement, vous verrez le comité d'homologation régionale, en tout cas pour l'Aquitaine, puisqu'il n'y en a pas sur les 2 autres ex-régions. Vous pouvez aller voir aussi qui sont les validateurs des données, puisque ça peut être un petit peu ésotérique. Là, vous recevez de temps en temps un mail de validation, vous ne savez pas trop d'où il sort. Et ben en fait, c'est des gens, c'est souvent des bénévoles d'ailleurs, qui consacrent un temps considérable à scruter toutes les données qui sont saisies et qui sont saisies par dizaines de milliers, et pour s'assurer que tout ça reste valide et pouvoir accompagner aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit, accompagner tous ces observatrices et observateurs que nous sommes à s'améliorer. Puisque quand on fait une erreur, eh bien, les validateurs sont là aussi pour les détecter dans la mesure du possible et nous expliquer pourquoi on a fait une erreur. Et donc, nous permettre de ne pas la reproduire. Donc ici, vous pouvez voir qui sont tous ces validateurs et par ailleurs, sur quel groupe taxonomique ces gens-là valident. Vous pouvez voir quels sont les utilisateurs avec des droits de gestion des lieux-dits, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, et qui sont également les administrateurs du système, qui sont vraiment les gens qui ont la main dans les petites mains pour les droits, etc. Vous pouvez faire d'autres types de recherches là sur l'administration et les accès qu'il y a là-dessus. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Mais l'idée, c'est qu'on soit totalement transparent sur qui utilise et comment on utilise ces données-là. Alors ça, c'est pas mal aussi. Il y a un petit onglet qui s'appelle Explication des symboles. Quand vous saisissez vos données, de temps en temps, vous vous retrouvez avec un petit symbole qui lui est accolé. Un point, un carré, un rond, des couleurs, des clés, des petits symboles un petit peu bizarres, des triangles, il y a un peu toutes sortes de trucs. Donc c'est vrai que ça commence à faire un bon panel de petits symboles et ils sont tous expliqués ici. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup il n'y en a pas tant que ça et ils sont relativement simples à comprendre. Voilà, vous pouvez aller consulter ici à quoi correspondent tous ces petits symboles colorés qui sont rattachés à des données, que ce soit les vôtres d'ailleurs ou que ce soit d'autres données. C'est là également, en déroulant le menu vers le bas, que vous allez trouver l'explication des valeurs du code Atlas. J'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Les codes Atlas, aujourd'hui en tout cas, correspondent à un comportement de nidification pour un oiseau. Donc c'est quelque chose qui n'est attribué que pour les oiseaux. On n'a pas de code Atlas pour les autres groupes taxonomiques. Et uniquement pour qualifier un statut de reproduction. Donc ils sont numérotés de 1 à 16 et sont catégorisés dans 3 grands types de nidification, possibles, probables et certains. Et donc, si vous avez un code Atlas avec un numéro et vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond, dans l'explication des symboles, vous voyez ici à quoi ça correspond et qui correspond logiquement au comportement qui a été observé sur place, sur le terrain. Donc, si vous avez vu, et l'idée étant bien sûr d'attribuer le code Atlas le plus élevé possible, parce que si vous avez vu, par exemple, un adulte feignant une blessure, c'est le code 10, ça correspond aussi à une espèce observée durant sa saison de reproduction. Donc, ça correspond aussi au code 1. Et donc, logiquement, on va choisir le code Atlas le plus élevé.
Bon, ça, c'est pareil, c'est dans la saisie de données. On va pas rentrer trop dans le détail ici, mais en tout cas, dans l'explication des symboles, c'est là que vous avez le détail du sens de ces codes Atlas. Et vous avez également l'explication du pourquoi des couleurs qui sont attribuées au nom d'espèces. Donc, quand c'est noir, c'est relativement commun. Et dès que ça commence à se colorer, c'est un peu bizarre. Du violet pour les espèces exotiques, violet foncé, du violet clair pour les espèces qui sont nouvellement, c'est la première observation de l'espèce sur le territoire concerné. Et puis en rouge pour les espèces rares à très rares. Et enfin, tout en bas de ce menu info pratique, vous avez la foire aux questions, dans lequel vous avez tout un tas de questions qui sont les plus communes, hein, les plus classiques, certaines probablement que vous avez même posées ce soir. Vous pouvez aller regarder ça dans le détail. En tout cas, si vous vous posez une question, avant de m'envoyer un mail, commencez par regarder si vous avez la réponse dans la foire aux questions. Si elle y est, tant mieux. Si elle y est et qu'elle ne vous satisfait pas, éventuellement, vous pouvez prendre contact, il n'y a pas de souci. Donc tout ça dans les infos pratiques qui sont vraiment faites pour vous faciliter l'utilisation de l'outil. J'en termine là avec cette présentation et je vous montre cette petite diapo qui vous montre un petit peu l'idée de ce qu'on envisage pour la suite des hostilités. Janvier 2024, on avait prévu ce webinaire de présentation que nous sommes en train de faire pour tous les contributeurs de Faune Aquitaine. Donc l'idée de base, c'était ça, et puis finalement, ça s'est élargi à Faune Nouvelle-Aquitaine et même au-delà, et c'est tant mieux. Donc j'espère que vous avez aussi trouvé votre compte pour les personnes qui sont ailleurs qu'en Aquitaine. Et donc, notre objectif, c'est de continuer à dynamiser ce réseau de naturalistes que vous êtes. Et donc, à partir de janvier, en fait, très prochainement, il y a les apérophones qui se lancent et qui vont être organisés par Faune France. Donc là, c'est les équipes d'administration de vraiment Faune France à Rochefort et qui vont proposer régulièrement des petits ateliers. L'idée, c'est que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure sur des sujets un petit peu précis. L'idée étant vraiment de vous accompagner sur l'utilisation de l'outil et le pourquoi aussi, pourquoi il faut transmettre ces observations et comment le faire bien et à quoi ça sert, etc. Donc, dans le menu d'accueil de Faune Nouvelle-Aquitaine, tout à l'heure, je vous ai montré dans la colonne de gauche les différentes actualités. C'est là qu'on va progressivement mettre en ligne ces différents événements. Et donc, les prochains qui sont proposés, le 29 janvier, vous pouvez déjà le noter, Faune France propose un petit atelier sur la vie de vos données. Donc, comment elles sont utilisées, ça rentrera beaucoup plus dans le détail que ce que je vous ai montré au début de la présentation. Et après, en février, il y en aura 3. Les sites miroirs, donc ça va présenter peut-être un petit peu ce qu'on a vu là. C'est peut-être pas utile d'y assister, mais pour des personnes qui ne pouvaient pas être présentes, ça peut être utile. Le 12 février, saisir vite avec Naturalist. Comment faire? Il y a plein de raccourcis possibles. Si vous utilisez Naturalist depuis peu de temps ou si vous n'avez pas forcément bien en main l'outil, ça peut être utile de regarder ça. Le 19 février, le stock. Comment créer son carré et saisir ses observations. Donc peut-être pas forcément comment arriver nouvellement dans le stock, mais si vous êtes déjà dedans et que vous n'êtes pas à l'aise sur la saisie des données qui est un peu spécifique au stock, ça va être pour vous. Le bon usage des codes Atlas en mars. Pourquoi des listes complètes? On les a déjà évoquées. Si vous n'avez rien compris quand j'en ai parlé, notez-vous la date du 11 mars. Comment modifier ou saisir vos propres observations? Ce sera le 18 mars. Et il y aura régulièrement par la suite, là c'est les prochaines qui sont mises en ligne, mais l'idée c'est de continuer ces rendez-vous-là pour pouvoir faire monter en compétence le réseau de naturalistes que nous sommes. Donc il y aura des liens de connexion qui seront publiés à chaque fois dans cette partie actualité du menu Faune Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous invite à le consulter régulièrement. Et enfin, à l'automne 2024, on aimerait remettre en fait d'actualité quelque chose qui s'est fait pendant longtemps et puis qui s'est arrêté il y a quelques années. Parce que les visios, c'est bien, mais se voir, c'est quand même mieux. Et donc, on aimerait organiser des rencontres faune qu'on va organiser à l'échelle de l'ex-Aquitaine, parce que la région est tellement grande que ça commence à être compliqué de réunir d'autres personnes. Et l'idée, c'est encore une fois d'essayer de faire vivre un peu un réseau local. Donc, ça a du sens de rester quand même aux anciens territoires.
Ça n'empêche pas que si vous êtes ailleurs qu'en Ex-Aquitaine, vous serez bien sûr les bienvenus. Mais notez-vous ça dans les agendas. En automne 2024, on organisera sur une journée ou un week-end, on ne sait pas trop encore. Je peux peut-être déjà vous dire que ça sera au Tèche. Bon, j'espère que ça ne changera pas, mais normalement, ça sera là-bas. Et donc, on organisera une rencontre avec des présentations. On fera peut-être des petites présentations d'un programme scientifique qui a permis d'utiliser vos données. Ça peut être pas mal de choses comme ça. Et puis un peu de terrain aussi, parce que ce serait dommage d'aller au Tèche et puis de s'enfermer dans une salle. Donc un peu de terrain, un peu de présentation pour montrer le sens que ça a de participer à ces outils-là. Ça sera tout l'intérêt de ces rencontres-là qu'on remettra donc au goût du jour. Et nous en sommes vers la fin. J'espère avoir été suffisamment rapide, mais pas trop non plus. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Je vais couper le partage d'écran pour qu'on se voit. Tac. Alors, je suis perdu. Ça va être là. Et la parole est à vous. Il y a une première question sur le fonctionnement du comité d'homologation. Comment on voit qu'il y a des données qui ont été soumises au comité, qui ont été validées ou pas, etc. Qui retire cette information-là? Comment ça fonctionne? Alors, je soupçonne que cette question provienne d'un membre du CHA. Dans tous les cas, il est vrai que jusqu'à présent, les données. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ça, je fais un rapide contexte. Une donnée très rare, chez les oiseaux, il y a eu une organisation historique qui a été faite à une échelle nationale et plus localement à des échelles régionales, parfois même à des échelles départementales, de mettre en place ce qu'on appelle un comité d'homologation dont l'objectif était de valider officiellement une liste d'espèces rares pour le territoire concerné, pour pouvoir dire ces données-là, on s'en sert officiellement ou pas pour la science. Voilà. Donc, il y a un comité national et en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de comité en Limousin, il n'y a pas de comité en Poitou-Charentes, mais il y a un comité en Ex-Aquitaine. Et donc, sur les anciennes bases de données, on avait un petit pictogramme que vous retrouvez d'ailleurs dans l'onglet Explication des symboles, avec une couleur, si je ne mélange pas, une couleur jaune pour le comité d'homologation national et blanche pour les comités régionaux ou l'inverse, je ne sais plus, peu importe. Et donc, c'est vrai que à chaque donnée, une donnée qui était soumise à homologation, eh bien, on avait ce triangle qui apparaissait. N'importe qui mettait une donnée, je ne sais pas, j'ai vu un Pouillot de Palace, par exemple, dans mon jardin. Quand je saisis la donnée, j'ai le triangle qui apparaît. Alors, je ne sais plus à quel statut elle est homologable, mais on va dire que c'est Aquitaine. Donc, je voyais tout de suite ce petit triangle apparaître et je me disais, ah bah tiens, cette donnée, il faut qu'elle soit homologuée par ce comité, qui est un comité indépendant de la LPO, qui est complètement indépendant en fait. Et donc, ça veut dire qu'il fallait historiquement remplir des fiches. Après, les comités d'homologation se sont rattachés aux outils Faune, notamment grâce à l'utilisation des photos, etc. Ça permet souvent de valider beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, ça permettait d'avoir une traçabilité sur ce qui était homologable et ce qui était ensuite homologué. Parce qu'après, il y a un menu, une liste, le comité restituait un bilan régulièrement pour dire, voilà, c'est telle donnée, telle donnée, telle donnée qui ont été homologuées. Donc ça, c'était sur les anciennes bases. Sur les nouvelles bases, aujourd'hui, ce dont on dispose, c'est un comité d'homologation national qui dispose sur Faune France d'un module spécifique qui lui permet vraiment des échanges directs avec les observatrices et observateurs et des validations ou des invalidations en direct. Mais cet outil, il est encore à l'essai parce qu'il est récent et donc il mérite d'être encore perfectionné. Donc en attendant, on ne dispose pas des outils pour l'homologation régionale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait remonter, ce besoin. On sait qu'on a, en tout cas nous en Aquitaine, on a ce besoin pour l'ex-Aquitaine, avec un comité qui va rester à l'échelle de l'ex-Aquitaine, si ça n'a pas changé. Et donc, ils vont avoir besoin de ce module-là.
Quand il sera opérationnel pour le comité national, il pourra être décliné pour les comités régionaux. Mais là, je n'ai pas de calendrier, je ne peux pas promettre que ce sera fait prochainement. Mais l'objectif, c'est qu'à terme, on retrouve ces mêmes modalités-là. Donc, pour l'instant, on reste dans un flou. Vous avez malgré tout, si ça vous intéresse, un site internet qui doit s'appeler Comité d'homologation aquitain, je crois, dans lequel il y a en téléchargement une liste, et c'est la liste des espèces qui sont soumises à homologation d'Aquitaine. Si vous avez ça dans un coin, si vous voyez une bête bien rare, vous consultez la liste. Si elle est dedans, ça veut dire qu'il va falloir que ce comité valide votre donnée. Si elle n'est pas dedans, mais qu'elle est quand même très rare, ça veut peut-être dire qu'elle doit être homologuée au niveau national aussi. J'espère avoir répondu à la question. Il y a Bernard qui est coordinateur wetland pour le Limousin et qui demande si les saisies pour le wetland restent bien sur Faune France. Alors, la question est pour la coordination du wetland, où jusqu'à présent, c'était un peu compliqué parce que la saisie du wetland devait se faire sur Faune France et pas sur les anciennes bases telles que Faune Limousin ou Faune Aquitaine. Mais là, maintenant, encore une fois, Faune Nouvelle-Aquitaine, ou Faune Limousin d'ailleurs, ce sont des portails miroirs qui sont donc la même chose que Faune France. Donc maintenant, la saisie du wetland va pouvoir se faire directement sur ces portails miroirs. Donc il sera possible, alors là, 2023, faites comme d'habitude, parce on est vraiment dans cette période charnière, faites comme d'habitude, restez sur Faune France pour pas trop de perturbations auprès des observatrices, observateurs, mais à partir de janvier 2025, tout se fera sur Faune Nouvelle-Aquitaine. L'intérêt de ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, c'est de bénéficier maintenant de toutes vos observations partout en France, sur n'importe quel protocole du stock du machin, sur le même portail. On n'aura plus besoin d'aller jongler sur un tel, même oiseau des jardins, je ne l'ai pas précisé, vous pouvez saisir vos oiseaux. C'est peut-être pas encore d'actualité ça, mais ça viendra sur le même portail. Et donc toutes vos données de partout, vos carnets d'observation, quand vous faites votre terrain sur un carnet, que vous soyez en Bretagne, en Picardie, en Pologne ou quoi, finalement c'est le même carnet et chaque page vous changez le lieu et la date. Mais là, avec les anciennes bases, c'est comme si on avait plusieurs carnets différents, il fallait aller les chercher à chaque fois qu'on voulait aller voir à droite ou à gauche. Là, maintenant, on revient au même. Tout ça, c'est le même carnet de terrain et on saisit et on note au même endroit. Donc, c'est quand même une facilité et une ergonomie qui est gagnante. Je vais participer. À Oiseaux des Jardins. Ouais. C'est plus simple pour moi et voilà. Pas de souci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Eric. Il y a Marie-Corinne qui demande si la présentation sera disponible après, donc elle demande si elle est envoyée par mail, mais Alors, la question est de savoir si la présentation sera disponible. Donc, si je me suis pas loupé, l'enregistrement s'est lancé automatiquement. Donc, on va la récupérer, on va la mettre en ligne là dans la semaine. J'avais pas spécialement prévu d'envoyer un message avec le lien, mais ça peut être fait. Ça peut être plus simple comme ça. Comme ça, vous aurez le lien pour la visionner, vous pourrez la diffuser si jamais il y a besoin. Tout à fait. il y a Olivier qui dit qu'il a observé un casse-noix moucheté à Bruges en octobre et que la donnée elle est toujours en cours de vérification et il n'arrive pas à la débloquer. D'accord. Donc la question est de savoir, là quelqu'un a observé un casse-noix moucheté près de Bordeaux et la donnée est invalidée et donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe, comment la revalider. Donc un casse-noix moucheté, c'est une espèce plutôt alpine. Il y en a un peu dans le Massif central, mais il n'y en a pas en Aquitaine. Ça niche pas en Aquitaine, ça n'hiverne pas en Aquitaine. Et les quelques données qu'on a sur la Nouvelle-Aquitaine sont extrêmement rares. En tout cas, en Gironde, je ne sais même pas s'il y en a de validés. Donc c'est une espèce très rare. Donc c'est intéressant, ça fait un peu écho à ce qu'on disait précédemment. Il faudrait vérifier si c'est une espèce qui est soumise à homologation au niveau régional, mais je ne pense pas. Là, ça va se faire entre validateurs sur l'outil. Donc ça veut dire qu'à cette donnée, aujourd'hui, il y a un petit point d'interrogation dans un rond bleu qui apparaît. Donc ça, il est probable que ce rond bleu soit apparu automatiquement au moment de la saisie de la donnée, parce qu'on a des filtres qui ont été mis en place au début, qui nous permettent de détecter rapidement des potentielles erreurs. Alors l'idée, c'est pas de dire tout de suite, ah ben non, un casse-noix moucheté, vous êtes trompé.
L'idée, c'est que les validateurs puissent voir rapidement qu'il y a une donnée un petit peu étrange qui mérite quand même d'être consultée. Donc, un casse-noix moucheté, là, près de Bordeaux, en hiver, ce serait la saison la plus logique, mais ça reste quand même quelque chose de très improbable. Donc là, faudrait aller vérifier. Là, moi, j'avais pas vu ça passer, mais très vraisemblablement, les validateurs sont en train de discuter entre eux de la validation. Est-ce qu'il y a une photo? S'il n'y a pas de photo, ça va être compliqué. Dans tous les cas, une espèce comme ça, s'il n'y a pas de photo, il va falloir impérativement, dans le champ commentaire, détailler l'observation. Qu'est-ce qui vous a permis d'être certain que c'était un casse-noix moucheté? Il y a parfois des confusions, par exemple, avec l'assenteur mouchère, avec tous ces points blancs en hiver. Donc, ça peut être ça. On a souvent eu des confusions entre les deux. Mais s'il n'y a pas de confusion possible, il va falloir détailler l'observation pour le confirmer. Comment on a estimé la taille, quels critères on a vu, etc. Parce que s'il n'y a aucun détail, là, le premier validateur, il va se dire que ça, c'est soit une confusion ou soit plus vraisemblablement une erreur de saisie. Des fois, on tape les premières lettres d'un oiseau et puis c'est un autre qui sort et on n'a pas fait gaffe et on envoie une mauvaise donnée, on n'a pas fait attention. Et notamment s'il n'y a pas de commentaire sur une espèce aussi rare que le casse-noix moucheté, il y a de grandes chances pour que ça soit considéré comme une erreur de saisie. Donc ce point d'interrogation, vous n'avez pas accès à cette possibilité de revalider la donnée. C'est uniquement les validateurs qui vont pouvoir revalider la donnée. Donc si jamais vous êtes sûr à 100%, mais que les éléments apportés ne sont pas convaincants pour le comité de validation, cette donnée risque de rester invalidée. Donc là, j'entends bien la frustration que ça peut générer, mais ce qui va se passer, c'est que votre donnée, finalement, elle va rester là, et encore une fois, ça reste votre carnet de terrain. Simplement, si le comité de validation, qui lui a toujours en ligne de mire l'intérêt scientifique de la base de données, si lui considère que cette donnée doit rester invalidée, elle conservera son point d'interrogation, ce qui fait qu'elle ne sera pas visible quand on fera des restitutions cartographiques, par exemple, ou des graphiques phénologiques. Et ça, du coup, ça ne va pas biaiser, comme ça pourrait le faire dans d'autres cas, ça ne va pas biaiser une carte, un graphique, etc. Donc vous, votre donnée, elle reste dans votre carnet, vous y avez accès, elle reste à vous. Elle restera avec ce point d'interrogation malgré tout. Peut-être elle passera même avec un point rouge à un moment donné quand les validateurs considéreront qu'eux, ils ont fini le travail. Donc, il ne faut pas se formaliser de ça. On en a tous. Moi, je ne vous compte pas le nombre de données définitivement invalidées que j'ai, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi et il faut avoir ça à l'esprit. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que cette donnée, elle peut être considérée invalide aujourd'hui parce que ça paraît trop improbable. Et puis, dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, on va voir apparaître d'autres données de casse-noix moucheté parce qu'il y a un afflux qui est en cours. Et donc, a posteriori, au regard de l'actualité, on va pouvoir peut-être revenir sur cette donnée plus tard en se disant, bah ouais, là, c'était la première et nous paraissait très improbable. Finalement, vu ce qui s'est passé ensuite, bah ok, on la reconnaît comme valide et on peut revenir comme ça dessus. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui légitiment le fait de conserver des données sur la base, même si elles sont invalidées. Et j'insiste sur le fait de ne pas se formaliser quand on reçoit des mails de validation. Enfin, les validateurs, normalement, font un gros travail de comment dire, de vulgarisation, d'accompagnement pour que ça soit pas mal pris, parce que ça peut être mal pris des fois de recevoir un mail comme ça. Mais vraiment, c'est un travail qui est nécessaire pour la validation scientifique de l'outil. C'est quand même à ça qu'elle sert à la base. Donc voilà, je pense que on a à peu près répondu avec tout ça, en espérant que ça soit vraiment un casse-noix et que d'autres personnes potentiellement le retrouvent Et fasse des photos. et fassent des photos. Une description précise. Et quoi qu'il arrive, description précise. Ouais. Si on observe le même oiseau tous les jours, faut-il remplir une observation tous les jours ou y a-t-il une manière différente de faire? Alors, la question est la suivante. Si l'on observe le même oiseau tous les jours, est-il nécessaire de le ressaisir ou est-ce qu'il y a une manière différente de le faire? Alors, tout d'abord, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment sur l'importance que vous continuez à prendre du plaisir dans votre participation à cet outil-là. Donc, si transmettre vos données tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ça vous gonfle, ne le faites pas. Faites-le une fois de temps en temps quand ça vous semble pertinent. Mais si vous pouvez le faire tous les jours, oui, ça aura du sens. Parce que, alors on ne sera pas capable de dire si c'est le même oiseau ou quoi, mais par contre, ça permet de mettre beaucoup mieux en évidence
les comportements grégaires, les périodes de migration, les déplacements géographiques. Il y a plein d'applications possibles qui sont beaucoup plus faciles à faire quand on a beaucoup plus de données, tout simplement. Donc oui, ça reste utile de le faire. La meilleure façon de le faire, c'est de faire des listes et même précisément de faire ce qu'on appelle des époques. Alors là, j'introduis un vocabulaire qui est peut-être nouveau pour la plupart d'entre vous. Un époque, ça veut dire estimation des populations d'oiseaux communs. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir parce que je viens de voir qu'on est déjà à presque 3 heures et ma gorge s'assèche. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais si vous creusez un petit peu sur ce qu'est un époque, en gros, c'est pendant 5 minutes, vous comptez tout ce que vous voyez en effectifs et en espèces, et vous faites ça n'importe où, n'importe quand. Vous attendez le bus, vous avez 5 minutes devant vous, vous faites dans votre jardin un coup, là, vous bullez un peu, hop, 5 minutes. Vous êtes à une réunion, il y a une petite pause, allez, 5 minutes dehors, peu importe, 5 minutes, mais au moins on a un pas de temps pendant lequel on sait combien d'oiseaux de quelle espèce ont été observés. C'est tout. Ah, super, merci. Ça valait le coup de le faire en présentiel. Il n'y a pas d'autres questions? Je vous laisse une petite minute pour ajouter une question ou deux si vous le souhaitez. Alors, une question ici dans la salle. Alors, la question est de mettre Faune Nouvelle-Aquitaine sur le téléphone. Alors, Faune Nouvelle-Aquitaine n'est pas une application. C'est un site Internet, donc il faut se connecter sur Internet. Et alors c'est peut-être un problème de réseau, tout simplement? France, oui. Faune France y prend. Et pas Faune Nouvelle-Aquitaine. Alors, on peut regarder peut-être tout à l'heure dans le détail, parce que là, comme ça, je vois pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas. À moins, sauf s'il y a une maintenance, des fois ça arrive, le moment où on veut se connecter, une maintenance. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de raison. Il y a une question de Philippe par rapport à Naturalist. Est-ce qu'il faut modifier nous-mêmes les sites de référence ou est-ce que ce sera automatique? Alors, la question de Philippe sur Naturalist. Alors, jusqu'à présent, sur Naturalist, il était nécessaire de paramétrer son appli avec ce qu'on appelle une liste de références. Qu'on allait paramétrer sur la liste de faune aquitaine quand on était en Aquitaine. Et puis si on partait en voyage en Pologne, on la paramétrait sur la liste de faune Pologne pour avoir les espèces de la Pologne. Faune aquitaine allons disparaître. La liste de référence va être Faune France. Est-ce que ça va se faire automatiquement ou pas? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que oui. Mais en fait, je vous invite dès à présent à aller dans les menus de votre appli Naturalist et tout de suite de vous paramétrer sur la liste d'un site web de référence et de choisir Faune France. Et ce sera pour tout le monde pareil. On va aussi gagner en facilité avec ça. Très bien. Eh bien, ma foi. Donc, je pense que ça va être la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup à vous d'avoir tenu le coup jusque-là. Je vous rappelle que ces outils-là c'est important quand même de le redire, sont coordonnés et co-gérés par un gros réseau de structures associatives qui se réunissent régulièrement pour décider des choix de développement à faire et puis également qui investissent chacune à sa manière et à sa mesure pour le développement de tout ça. Donc ça nous... C'est voilà, c'est de l'investissement propre, c'est pas de la subvention. Donc c'est vraiment un projet associatif qu'il y a derrière et un projet associatif au pluriel plus, puisque c'est en Nouvelle-Aquitaine 11 assos, je crois, et en France plus de 50 qui sont autour de la même table là pour participer à tout ça. Et ça, quand même, c'est pas rien. Donc merci beaucoup à vous pour vos contributions. À bientôt pour le SAV. Je serai à votre disposition. Et puis bonnes ops, comme on dit dans le jargon. Très bonne soirée à vous et à bientôt.